Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 281, équipe DxD. Monde humain, Japon, Kuo. Lorsque Zest revint dans la pièce, elle était suivie de 5 jeunes hommes, d'un chien noir aux yeux rouges, d'un faucon, d'un petit chat blanc et d'un petit animal masqué à 4 cornes. Le premier, un beau jeune homme aux cheveux noirs courts et aux yeux gris clairs, mesurait 1,74 mètres, 5 minutes 8 secondes, était mince et portait une tenue de barman. Il s'agissait d'Icus Tobio, le chef de l'équipe Dog et le possesseur de l'un des 13 Longinus, le type d'avatar indépendante Sacred Gear, Kanilikaon, ou Jin comme l'appelait Tobio, prit la forme d'un grand chien aux yeux rouges qui suivit Tobio dans la pièce. Ensuite, ce fut au tour de Lavinia Reni, une jolie jeune femme plantureuse aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus saphir, qui dégageait l'image d'une grande sœur bienveillante. Elle portait une robe magique standard avec une capuche dans le dos et mesurait 1,70 mètres, comme Tobio, elle brandissait l'un des 13 Longinus, descendance absolue. Troisièmement, une belle jeune femme d'1,61 m, 5 minutes 3 secondes, à la silhouette généreuse, aux cheveux bruns attachés en queue de cheval et vêtue de ce qui semble être l'uniforme d'un agent secret. Elle s'appelle Minagawa Natsume et possède un avatar indépendant, Sacred Gear, qui porte l'esprit de Kuki, le démon de la déviation. Son Sacred Gear, qu'elle surnomme Griffon, prend la forme d'un faucon et repose sur son épaule. Le quatrième jeune homme était Samejima Kuki, un bel homme à l'allure typique d'un délinquant japonais, avec un petit chat blanc posé sur son épaule et sa queue enroulée autour de son cou. Comme Tobio et Natsume, il possédait un avatar distinct, appelé Sacred Gear. Ce Sacred Gear, sous la forme d'un chat posé sur son épaule, portait l'esprit de Tukotsu, le démon de l'ignorance. Kuki l'appelle Byakuza. Le dernier membre de l'équipe Dog était une belle jeune femme aux traits européens, aux cheveux blonds foncés attachés en 2 queues de cheval et aux yeux hétérochromatiques. Son œil gauche est noir, tandis que son œil droit est bleu clair. Dans ses bras, elle porte une petite bête masquée à 4 cornes qu'elle a nommée Po. Cette bête, ou Po, est un autre type d'avatar, Sacred Gear indépendant et porte l'esprit de Tutetsu, le démon de la gourmandise. Après être entrés dans la pièce, les 5 membres de l'équipe Dog examinèrent la pièce. Puis, à la vue de Scatash, tous, sauf Lavinia, tremblèrent. Lavinia, quant à elle, sourit en voyant Vali. « Vakun, tu nous as devancés ici, » dit Lavinia en courant vers Vali et en le serrant dans ses bras. « Lâche-moi, Lavinia, » dit Vali, luttant pour se libérer de l'emprise du magicien. « Ce n'est pas très gentil, Vakun, » dit Lavinia avec une légère moue. « Tu devrais me serrer dans tes bras et me dire combien je t'ai manqué. »« Alors, tu veux que je te mente ?» demanda Vali en continuant à se débattre. « Vakun, tu es une tsundere, » dit Lavinia avec un sourire éclatant. « Je ne m'attendais pas à voir ça aujourd'hui, » dit James en souriant en regardant Vali lutter pour se libérer. Puis il reporta son attention sur le reste de l'équipe chien et se leva. « Équipe chien, je suis content que vous soyez venus. Je suis James Alave. Burke. James Sataniel, le commandant de cette force d'intervention. » Tout en parlant, James s'approcha de Tobio, la main tendue. Il tourna alors son attention vers Jin, qui le fixait intensément. « Enchanté. Je suis Icus Tobio. » Tobio se présenta également, acceptant la poignée de main de James. « J'espère que nous ne serons pas en retard. »« Non, tu n'es pas en retard, » répondit James avec un sourire. « En fait, il devrait y en avoir 2 autres qui ne sont pas encore arrivés. » Après avoir dit cela, James regarda Michael et Gabriel avec une expression interrogatrice. Soupir. « Il ne devrait pas tarder à arriver, » dit Michael. « Il a probablement été distrait. Alors on a envoyé Griselda le chercher. » Ding dong. Comme si elle attendait que Michael dise cela, la sonnette retentit à nouveau juste après sa déclaration. Comme les 3 fois précédentes, Est se dirigea vers la porte d'entrée pour escorter les visiteurs jusqu'au salon. Au même moment, Greffia commença à préparer du thé. Pendant ce temps, elle alla à la cuisine chercher des encas pour les invités. Environ 1 minute plus tard, Est revint avec Griselda IV, que la plupart des nobles de Jacques avaient rencontré au paradis, et un beau jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux verts et vêtu d'un costume de prêtre. Il avait également une auréole flottant au-dessus de sa tête et 12 ailes blanches dans le dos. « Dulio, s'il te plaît, range tes ailes, » dit Griselda. Il y aurait beaucoup de monde dans la pièce, donc l'espace serait probablement restreint. « Désolé, sœur Griselda, j'ai oublié, » dit Dulio Gesualdo, le jeune homme qui venait d'entrer dans la pièce, souriant en rétractant ses ailes. « Alors, voici Dulio Gesualdo, le joker des braves saints et le porteur de la tempête du zénith, le 2e Longinus, » dit James en examinant Dulio. Puis il regarda Michael et poursuivit. « Mais je pensais qu'il était en tête du classement final, ou qu'il était un ange à 10 ailes. » Laissez-moi répondre à cette question, dit Dulio avec un doux sourire. En chemin, alors que je distribuais de la nourriture aux orphelins, j'ai ressenti l'amour du Seigneur. Alors, le nombre de mes ailes a augmenté. Bien sûr, répondit James, maladroitement. Vas-y. La plupart des diables, à l'exception d'Asia et de Xenovia, partageaient l'avis de James concernant l'explication de Dulio. Cependant, Asia et Xenovia estimaient avoir parfaitement compris ce que Dulio voulait dire.
Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que ton pouvoir ait augmenté, dit James en souriant. Puisque j'avais prévu de te nommer vice-commandant de cette force opérationnelle, Dulio. La déclaration de James a été un énorme choc pour tout le monde dans la salle. Je parierais tout l'argent que j'avais que tu ferais de Scatash ton commandant en second, dit Azazel, les yeux écarquillés. James secoua la tête en réponse aux paroles d'Azazel. Il remarqua également que tout le monde était tout aussi surpris. Même si je déteste l'admettre, bien qu'elle soit l'une de mes reines, Scatash, par définition, ma servante, s'excusa James en regardant Scatash. Alors, elle ne convient pas à ce poste. Au lieu de cela, avec Irène et Évangeline, je te considérerai comme conseillère. C'est logique. Sirzek hocha la tête. Mais pourquoi avoir choisi Dulio? Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas digne de ce poste. Mais avec Chiron ici. La dernière fois que nous avons rencontré Chiron, il a clairement indiqué qu'il comptait uniquement former la prochaine génération, a déclaré James, interrompant Sirzek. Il serait donc injuste de le pousser à un poste qu'il ne souhaite manifestement pas. En entendant cela, Chiron fit un signe de tête pour remercier James. Et Vali, demanda Bicou en désignant Vali, toujours étranglé par Lavinia. Tous les autres tournèrent également leur attention vers Vali. Alors, lorsqu'ils le virent agiter les bras dans les bras de Lavinia, ils durent faire un effort pour ne pas éclater de rire. En fait, il y a deux raisons, répondit James à la question de Bicou. Tout d'abord, je ne veux pas que l'on sache que l'équipe Vali et l'équipe Chien font partie de cette force d'intervention. Il serait préférable que les deux équipes nous envoient secrètement des informations. Je ne sais pas quand nous le traquions. Tous les membres de l'équipe Vali et de l'équipe Dog, à l'exception de Vali et Lavinia, hochèrent la tête en signe de compréhension. Et quelle est la deuxième raison, Nia, demanda Kuroka avec curiosité. C'est parce que Vali a une personnalité déplorable, répondit James avec un sourire et un haussement d'épaule. Il est à la fois très agressif et émotif. Ce n'est vraiment pas un bon leader. Une fois de plus, tout le monde hocha la tête en signe de compréhension. James, espèce de salaud, hurla Vali. Puis il regarda le reste de son équipe. Et pourquoi êtes-vous d'accord avec lui? Je ne suis pas émo. Le reste de l'équipe de Vali détourna le regard. Il ne pouvait pas croiser le regard de Vali à ce moment-là. Au fait, comment va Valérie? Demanda James, ignorant complètement Vali. Oui. Oui, comment va Valérie? Répéta Gaspé. Elle va bien, répondit Chiron avec un sourire calme. Elle maîtrise mieux son sacred gear. De plus, elle n'est plus aussi affectée par les voix des défunts. Je suis tellement heureux, a déclaré Gaspé, les larmes aux yeux. Penses-tu qu'elle soit assez bonne pour ramener une personne de plus à la vie? Demanda James, l'air solennel. Peut-être, répondit Chiron. Mais pourquoi demandes-tu cela? Je t'expliquerai plus tard, dit James. Dès que nous aurons terminé de discuter des détails de notre petit groupe de travail. Chiron hocha la tête en signe de compréhension. L'attention du groupe se porta alors sur la raison de leur convocation. Comme je l'ai dit, notre objectif est de retrouver Rizvim, répéta Thiago. Grâce au père de tout, nous savons qu'il a volé des recherches sur le sceau de Triexa. Si Rizvim est aussi perturbé que je le pense, il utilise probablement ces informations pour retrouver Triexa. Pourquoi ferais-je ça? Demanda Gabriel en inclinant gentiment la tête. Triexa est une mauvaise nouvelle. Parce que mon grand-père est fou, dit Vali, se libérant enfin de Lavinia. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire souffrir. Après tout, c'est ce qu'il considère comme un démon. Soupir. Malheureusement, c'est le même comportement qu'il avait lorsqu'il vivait aux enfers, dit Sirzek d'un ton solennel. Euclide Lucifuge a-t-il dit quelque chose? Demanda James. Rien, répondit Sirzek. Elle ne parle que de tenir Greffia à l'écart d'un traître comme moi. Et de la façon dont j'ai dû la piéger pour qu'elle trahisse le clan Lucifer. Est-ce que je l'ai frappé trop fort? Se demanda James à voix haute. Quand je l'ai giflé, a-t-il subi des lésions cérébrales? Est-ce ma faute? Attends, ta chienne a giflé Euclide? Demanda Vali, incrédule. Tu parles de ce type arrogant qui avait toujours le nez si haut? Tu sais que sa sœur est là, n'est-ce pas? Demanda James en désignant Greffia, qui semblait parfaitement imperturbable. Et alors? Demanda Vali d'un ton totalement indifférent. Comme je l'ai dit, il n'a pas l'étoffe d'un leader, dit James en secouant la tête. Réponds juste à ma question, bon sang, aboya Vali. Ouais, je l'ai giflé, répondit James. C'était à la fin du premier combat entre Chrome Cruach et moi. Euclide est arrivé et a parlé un peu des sang-mêlés. Comme j'en avais marre d'entendre ce genre de conneries, j'ai craqué et je l'ai giflé, lui brisant le cou. Heureusement qu'on a Asia. Sinon, il serait mort. H. C'était un beau combat, on devrait le refaire, dit joyeusement Chrome Cruach. Et toi, empereur dragon blanc, es-tu devenu plus fort? J'aimerais bien te combattre à nouveau, moi aussi. Vali ne put que serrer les dents, la colère luisant dans les yeux. La première fois qu'il avait rencontré Chrome Cruach, au château de Tep, il avait été complètement dévasté. Chrome Cruach n'avait même pas adopté ses traits draconiques. Pourtant, Vali fut facilement vaincu. Certes, il n'était alors qu'en finale du classement et ne maîtrisait pas pleinement son Empyréo Juggernaut Overdrive. Malgré tout, la défaite fut assez humiliante pour Vali. Ah, recommençons à nous battre, dit Vali en serrant les dents.
Et je te montrerai à quel point je suis devenu fort. J'ai hâte, répondit Chrome Cruach avec un sourire affamé. Applaudir. Concentrez-vous, cria James. Foutu accro au combat. Waouh. Vraiment, demanda Mizor, incrédule. Allô, Kettle, dit Mocha en portant sa main droite à son oreille comme pour téléphoner. C'est James. Je voulais juste te dire. Tu es noir. Sur ce, un éclat de rire éclata dans la salle. Puis, une fois les rires retombés, ils continuèrent à discuter du rôle du groupe de travail, de la manière dont ils s'y prendraient, de la planification des séances d'entraînement communes, des lieux où tout le groupe pourrait s'entraîner ensemble, etc. Attendez, cria Chion, attirant l'attention de tous. Comment appelle-t-on cette force d'intervention? Tout le monde se figea en entendant cette question. Et sachant que l'une des personnes les moins douées intellectuellement était celle qui y réfléchissait alors que personne d'autre ne le faisait, cela déprima un peu ceux qui connaissaient Chion. Après cela, plusieurs noms ont été proposés avant d'être rejetés. Puis, Koneko a levé la main. Et DXD, enfin, les défenseurs draconiques, demanda Koneko avec son air impassible habituel. Pourquoi des défenseurs draconiques, Nya, demanda Kuroka avec curiosité. Parce que nous avons 4 des dragons les plus forts du monde dans cette équipe, a déclaré Koneko. Maintenant que tu le dis, nous avons l'empereur dragon rouge, l'empereur dragon blanc, le dragon du cercle croissant et le dragon du karma du chaos dans cette équipe, dit Yasaka en hochant la tête. En plus, on a le dragon giganti, le roi dragon de l'ombre et le dragon prison, dit Azazel avec son habituel sourire narquois. Le chaton a un bon sens des noms. Ne m'appelle pas comme ça, dit Koneko en lançant un regard meurtrier à Azazel. Seul James Nii peut m'appeler comme ça. Irène aussi était autrefois un dragon, dit James en souriant. Et elle avait à peu près les mêmes pouvoirs qu'un roi dragon. Bravo, Minou. En réponse au compliment de James, Koneko sourit. Cependant, avant de pouvoir rester heureuse longtemps, elle fut choquée. Lorsqu'elle regarda qui la secouait, elle vit Ophi faire la moue. Moi aussi, dit Ophi. Bien sûr. Koneko hocha la tête. Nous avons aussi le dieu dragon infini dans l'équipe. Koneko a ensuite donné à Ophi l'une de ses collations et le groupe a continué à discuter des détails de leur coopération. Chapitre 282, aperçu de ce rafale. Monde humain, Japon, Kuo. Une semaine s'écoula après la réunion et la formation de l'équipe DXD. Depuis, cependant, ils ne se sont plus revus. En fait, ils n'ont même pas commencé à chercher Rizvim Livan Lucifer. La raison? Parce qu'ils n'ont pas encore de base d'opération. Bien qu'ils puissent utiliser n'importe quelle propriété d'Alavru, James pensait que cela mettrait sa famille en danger. Ainsi, au lieu d'utiliser un lieu existant, James demanda à Ajuka de leur créer un lieu dans l'espace dimensionnel. Un lieu similaire au plateau de jeu de classement. Naturellement, Ajuka accepta la proposition. Cependant, cela prendrait du temps et il aurait besoin de l'aide de Skatash et d'Evangeline pour le renforcer afin que James ne le détruise pas accidentellement. Alors qu'Ajuka, Skatash et Evangeline travaillaient sur la nouvelle base d'opération zone d'entraînement de l'équipe DXD, chaque lycéen japonais passait un examen qui pourrait déterminer son avenir. Aujourd'hui, c'était le jour de l'examen d'entrée. Comme tous les autres élèves, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki, Reia et Flora étaient assis sur les bancs d'examen, leur crayon numéro 2 à la main. Ils ignoraient cependant que le retour de James au domaine d'Alavru serait un désastre. Alors, une fois les examens terminés, James et les filles rentrèrent chez eux, le sourire aux lèvres. Oh, je suis si heureuse que ce soit fini, dit Reia en s'étirant tandis que le groupe entrait dans le quartier. Mais ce n'était pas si difficile, haussa les épaules James. Peut-être pas pour toi, répondit Reia. Nous n'avons pas tous connu l'éducation démoniaque de Dame Venlana. Sans mauvais jeu de mots. À la mention du nom de Venlana, James et Reia grimacèrent. Ils ne purent s'empêcher de repenser à la conversation qu'ils avaient eue avec Venlana et Sirzek après le départ des membres de l'équipe DXD du manoir. Flashback. Pour la deuxième fois de la journée, James et Sirzek retournèrent à l'atelier pour discuter d'un sujet crucial. Cette fois, cependant, ils étaient accompagnés de Ria et Venlana. Lorsque tout le monde fut assis, Venlana fut la première à parler. Sirzek, Ria, je sais que cela vous met mal à l'aise, dit Venlana avec un léger sourire. Ils ne sont pas les seuls, dit James avec un sourire en coin. Je veux dire, tu es la mère de mon fiancé. Et puis, je t'ai toujours considéré comme une tante. On dirait toujours que tu essaies de me voler mon fiancé, dit Ria d'un ton agité. En fait, tu découvriras que c'est plus courant qu'on ne le pense qu'une mère et sa fille partagent le même homme, dit Venlana en souriant. Il faut juste tenter le coup. Tu verras que ce n'est pas aussi terrible que tu le penses. D'ailleurs, les hommes n'adorent-ils pas les jeux mère-fille? Comment appelle-t-on ça dans ce pays? Oyakodon? Oh, mon Dieu! Maman, arrête, s'il te plaît. Ce n'est même pas la question, dit Ria, exaspérée. Enfin, peut-être que si. Enfin, l'idée de partager mon fiancé avec ma mère est très étrange. Et ce n'est pas tout, dit Sirzek en fronçant les sourcils. Comment Ria devrait-elle appeler James à l'avenir? Devrait-elle l'appeler son mari ou son beau-père? Eh bien, elle m'appelle déjà papa, dit James spontanément. Ce n'est pas le moment, James, cria Ria, le visage rouge vif. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, répondit James avec un sourire ironique.
Tout. Tandis que Venlana souriait avec intérêt à ce petit échange, Sirzek, pour la deuxième fois de la journée, toussa du sang. Puis il regarda James comme s'il était prêt à se battre à nouveau. Bref, comme je l'ai déjà dit Venlana, empêchant Sirzek de faire quelque chose qu'ils savaient tous qu'il regretterait. Je sais que cela vous met mal à l'aise tous les deux. James allait à nouveau avouer qu'il se sentait lui aussi mal à l'aise. Mais avant qu'il puisse parler, Venlana leva la main droite, lui faisant signe d'arrêter. Mais, Ria, Sirzek, je ne vous demandais pas votre permission, dit Venlana, toujours souriante. Je vous informais simplement de ma décision. Ni Ria ni Sirzek ne savaient comment réagir à cette déclaration. Même James, qui avait presque toujours quelque chose à dire, resta silencieux. Et toi, James? Venlana reporta son attention sur le nouveau Satan, complètement perdu. Je sais que tu me vois comme une nana. Et pour être honnête, je m'y attendais. Mais je vais te faire changer d'avis, tu peux me croire. Fin du flashback. 9 naines à aimer la navet. Dit Akeno en tirant sur le bras de Reya. Oups. Dit Reya, remarquant l'expression sur les visages de James et Ria. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que tout ira bien, Reya, dit Sona en ajustant ses lunettes. Tu étais dans les 6 premières de notre classe pendant les 3 années du lycée. Si tu n'es pas accepté dans l'école que tu veux, je ne sais pas quoi te dire. Soupir. Je sais que tu as raison, Sona, dit Reya d'un air nerveux. Mais je n'y peux rien. Je suis toujours nerveuse après un examen. Tant que je n'aurai pas mes résultats, ça ne changera pas. C'est logique, dit Tsubaki. Mais c'est définitivement inutile. Ouais, être nerveux après l'examen ne sert à rien. Flora hocha la tête. Ce n'est pas comme si être nerveux changerait tes résultats. Bref, vous avez tous prévu d'aller à la section universitaire de Kuo, n'est-ce pas? Demanda James, sortant enfin de sa torpeur. C'est le plan, acquiesça Sona. Je vais suivre Sona, dit Tsubaki en ajustant ses lunettes pour capter la lumière du soleil. J'irai aussi avec Kuo, répondit Ria. Alors je le ferai, dit Akeno avec un sourire élégant. Moi aussi, répondit Reya en hochant la tête. D'après la façon dont tu as posé la question, on dirait que tu envisages de faire quelque chose de différent, dit Flora avec curiosité. J'envisageais d'étudier à l'étranger, a admis James. Ou d'arrêter mes études. Pourquoi? Demanda Ria, un peu mécontent de la décision de James. Parce que je dois ratisser plus large pour trouver Rizvim, expliqua Tiago. La menace de Rizvim est bien plus importante que l'obtention d'un diplôme universitaire. Mais si je veux y parvenir, j'en trouverai un où je pourrai aussi chercher Rizvim. Mais Rizvim pourrait être n'importe où, rétorqua Sona. Tu n'as aucune garantie de le retrouver. Je sais. James haussa les épaules. Mais c'est mieux que de ne rien faire. Bien que Ria, Sona, Akeno et Flora soient d'accord, l'idée d'être séparés de James ne leur plaisait pas. Leurs expressions le montraient clairement. Ne fais pas la moue, dit James en riant. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, dit Ria avec colère. Vous donnez tous l'impression que nous ne pouvons pas nous téléporter quand nous le voulons, dit James en regardant les 4 filles avec un regard étrange. En voyant le regard de James, Ria, Sona, Akeno et Flora détournèrent maladroitement le regard. Tout le monde a oublié, hein? Demanda James avec un sourire malicieux. Bien sûr. Alors que les élèves de 3e année continuaient de discuter et de se disputer, ils arrivèrent enfin devant le domaine d'Alavru. James ouvrit aussitôt la porte d'entrée et entra. Je suis là à la maison, cria James dès qu'il franchit le seuil. À cet instant, tout le monde sentit un changement d'atmosphère. Puis, l'air, à l'intérieur et autour du manoir, se mit à trembler. Que se passe-t-il? Demanda Reya, inquiète. Sommes-nous attaqués? Demanda Tsubaki en matérialisant sa naginata. Jekun, cria une voix féminine que tout le monde connaissait. Il était temps, hein? Dit James en souriant après avoir entendu cette voix. Est-ce, ma sœur? Demanda Sona d'un ton confus. Un instant plus tard, une silhouette bleu glacier apparut dans le couloir. En regardant attentivement, tous purent distinguer le visage de cette silhouette bleu glacier. Étonnamment, il s'agissait de ce Rafale. Qu'est-il arrivé à Dame Léviathan? Demanda Akeno, les yeux écarquillés. Ce Rafale, avec sa peau et ses cheveux bleu glacier, était légèrement transparente, comme de la glace. Hormis sa palette de couleurs, elle avait quasiment la même apparence. Ses cheveux étaient attachés en 2 queues de cheval et elle portait un uniforme de Magical Girl à froufrou. La seule autre différence notable était ses 4 courtes cornes qui dépassaient de son front et de ses tempes. Après que ce Rafale soit apparu dans le couloir entre l'entrée du manoir et le salon, elle marqua une pause. Puis, son regard fixé sur James, elle s'élança comme une flèche. L'instant d'après, ses jambes entourèrent la taille de James tandis qu'elle lui martelait la poitrine de ses mains glacées. Naturellement, James fut également surpris de voir ce Rafale dans cet état. Cependant, il était presque certain d'en connaître la cause. Et il était certain que c'était de sa faute. Même si, à long terme, ce serait une bonne chose. J'espère qu'Issa va bien, pensa James en regardant ce Rafale pleurer et se frapper la poitrine. Enfer, territoire de Satan, domaine du Léviathan. Environ 1 heure avant le retour de James et des filles au domaine d'Alavru, dans le monde des humains, ce Rafale était assise dans son bureau, dans son propre domaine, aux enfers.
Depuis 40 minutes, elle travaillait sur des papiers qu'elle avait accumulés pendant le tournage des premiers épisodes de sa série de Magical Girls. Toc. Toc. Dame Léviathan, je suis revenue avec ce que vous m'avez demandé d'acheter. La voix d'Issa résonna de l'autre côté de la porte du bureau. Issa, qui venait de rentrer, effectuait une mission pour Sir Rafal pendant qu'elle travaillait. Et cette mission surpassait toutes les autres en importance. Du moins, de l'avis de Sir Rafal. Car Issa était invitée à acheter le numéro de la semaine du magazine mensuel de manga qui présentait toujours les œuvres de James. Oh, il est là, s'écria Sir Rafal avec une excitation enfantine. Vite, apporte-le-moi. Avec la permission de Sir Rafal, Issa ouvrit la porte. Puis, un magazine de manga à la main, elle s'approcha du bureau de Sir Rafal. Dès qu'Issa fut suffisamment proche, le magazine disparut de ses mains sans laisser de traces. Cependant, elle ne paniqua pas. Après tout, c'était un phénomène courant. Et comme elle s'y attendait, le magazine qu'elle tenait était désormais entre les mains de Sir Rafal. Bon travail, Issa-chan, dit Sir Rafal en ouvrant soigneusement l'emballage plastique du magazine. Tu peux prendre le reste de la journée. Merci, Dame Léviathan. Non, appelle-moi Léviathan, dit Sir Rafal sans lever les yeux de la couverture du magazine. Ignorant la demande de Sir Rafal, Issa s'inclina poliment. Puis il se retourna et quitta le bureau, fermant la porte derrière lui. Pendant ce temps, Sir Rafal avait complètement oublié l'existence d'Issa en si peu de temps. Elle feuilleta le magazine jusqu'à la première page du chapitre de Puella Magi Madoka Magica de cette semaine. Ce chapitre marque le point culminant avec la sorcière, dit Sir Rafal avec un sourire éclatant. Je sais que tu peux y arriver, Mami-chan. Sans un mot de plus, Sir Rafal commença à lire le chapitre. À mesure que le temps passait, la tension montait sur son visage. Cependant, à un moment donné, son expression se figea à chacun de ses mouvements. Sur la page qu'elle lisait, un panneau représentait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Le personnage que j'ai adoré dans Sir Rafal, Mamie, s'est fait arracher la tête. Tandis que Sir Rafal digère ce qu'elle voit, la température dans son bureau chute brutalement. D'abord sur la chaise où elle est assise, puis sur la table devant elle. Puis sur le sol. Puis sur les murs, le plafond, et enfin sur toute la propriété. En quelques instants, toute la propriété de Sir Rafal est gelée sous une couche de glace. Heureusement, lorsqu'Issa remarqua la baisse de température, elle n'hésita pas à se téléporter hors du manoir. Lorsqu'elle réapparut, elle était à plus de 30 mètres de hauteur. Elle put alors constater en temps réel la température glaciale qui régnait sur la propriété. Mais c'était quoi ce bordel, demanda Issa, la peur et la curiosité dans le ton. L'instant d'après, Issa vit une silhouette se développer sur le toit du domaine glacé. En y regardant de plus près, elle réalisa qu'elle ressemblait beaucoup à Sir Rafal. La seule différence était que la silhouette était d'un bleu glacial et avait 4 cornes sur le front et les tempes. Cependant, lorsque la silhouette leva les yeux et réalisa qu'elle était dans son champ de vision, Issa sentit que sa vie allait bientôt prendre fin. Puis, la silhouette ouvrit la bouche et hurla. « Jae-kun. Rends-moi ma Mami-chan » hurla la silhouette, lamentable. Un instant plus tard, la silhouette disparut avec un cercle de téléportation. « James, qu'as-tu fait » demanda Issa, le corps tremblant de terreur. « Monde humain, Japon, Kuo. » Un instant plus tard, le cercle de téléportation de Sir Rafal apparut dans le salon du domaine d'Alavru. « Jae-kun. Où es-tu » cria Sir Rafal, très en colère. « Calme-toi, Sir Rafal, dit Léona calmement, impatiente de revoir Sir Rafal aujourd'hui. Comme Sir Rafal, Léona a lu le chapitre d'aujourd'hui de Puella Magi Madoka Magica. Et bien que surprise, elle a apprécié cette approche du genre Magical Girl. Cependant, elle savait que Sir Rafal serait furieuse et se sentirait trahie. Elle a donc demandé à Greffia de lui préparer une tasse de thé pour l'aider à se calmer à son arrivée. « Où est-il » grogna Sir Rafal. « Il passe l'examen d'entrée » dit Venlana avec un sourire doux. « Lui et les filles devraient bientôt revenir. Pourquoi ne pas prendre une tasse de thé en les attendant ?» À ce moment-là, Greffia apparut à côté de Sir Rafal, une tasse de thé à la main. Elle la présenta alors à Satan, très irritée. Comme la colère de Sir Rafal ne visait que James, elle n'attaqua pas les autres femmes. Elle accepta la tasse de thé et en but une gorgée. Puis, à mesure qu'elle buvait, son corps bleu glacier reprit sa couleur naturelle et ses cornes se rétractèrent sur sa tête. Dès qu'elle reprit ses esprits, Sir Rafal s'assit à table avec Léona et Venlana pour savourer un peu de thé. Lorsque James annonça son retour, la colère de Sir Rafal s'accrut de nouveau et elle reprit sa forme bleu glaciale. Heureusement, Scatash et Evangeline revinrent et décidèrent de se joindre aux dames pour le thé. Grâce aux runes de Scatash, elle parvint à empêcher le domaine d'Alavru de geler comme celui de Sir Rafal. Puis, dans un élan de vitesse, Sir Rafal quitta la pièce. Jae-kun. Penser qu'une émotion aussi brute puisse conduire quelqu'un à sa forme de super démon, dit Venlana d'un ton plutôt intéressé. Je ne sais pas si James est un génie ou un parfait farceur. Les deux, répondirent à l'unisson Léona, Scatash, Evangeline et Greffia. Chapitre 283, quelle est la chose la plus importante ? Monde humain, Japon, Kuo. Pourquoi ferais-tu ça ? demanda Sir Rafal en larmes. Voyant à quel point Sir Rafal était bouleversé après la mort de Mamie dans le manga, James se sentit un peu coupable. Cependant, il n'avait pas l'intention de le montrer.
C'était une punition, répondit James d'un ton solennel. Une punition, pourquoi? Demanda ce Rafale en regardant James avec des larmes aux yeux. Parce que tu as révélé mon secret le jour de la fête des pères, tu te souviens? Demanda James. Tu as dit à toute ma classe que j'avais écrit Sailor Moon. Grâce à ça, tout le monde a compris que j'étais Mangetsu no Shita 2. Et la nouvelle n'a pas tardé à se répandre dans toute l'école. À en juger par l'expression de ce Rafale, il était clair qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Elle avait toujours voulu qu'on la félicite pour son rôle de Magical Girl. Alors, le fait que James ne veuille pas attirer l'attention ne lui avait pas semblé pertinent. PFFF. Après ce jour-là, où que j'aille à l'école, et parfois en ville, les gens venaient me voir pour des autographes ou des spoilers, expliqua Thiago. Même quand j'étais avec mes amis. Tu imagines comme c'était ennuyeux? Après ce commentaire, ce Rafale commença à comprendre. Puis, elle baissa la tête et parla à voix basse. Je suis désolée, dit ce Rafale en s'excusant. Tandis que James et ce Rafale discutaient, Leona, Venulana, Skatash, Evangeline, Greffia, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki, Reia et Flora les observaient en buvant du thé. Bien que tout le monde semblait calme en buvant leur tasse, Ria et Sona s'agitaient. Tu dois t'asseoir sur ses genoux pour cette conversation? Demanda Sona en fronçant les sourcils. C'est vrai, une fois le saccage de ce Rafale terminé, James l'emmena sur un canapé du salon pour discuter. Dès que James s'assit, ce Rafale s'assit sur ses genoux. Elle se plaignit alors que c'était une erreur que mamie soit morte à cause de la sorcière. James expliqua alors qu'il y avait un message derrière cette histoire et qu'il devrait la lire en entier pour la comprendre. Pendant que James tentait de calmer ce Rafale, elle était assise sur ses genoux et il lui caressait la tête. Naturellement, après avoir tout vu, Sona se sentait mal à l'aise. En même temps, comme Ria l'avait dit par le passé, Sona souhaitait le bonheur de ce Rafale. Et si être avec James la rendait heureuse, elle finirait par l'accepter. Ria, quant à elle, était toujours inquiète face à la poursuite de Venulana pour James. Même si elle savait que ce que Venulana disait à propos des couples mère-fille partageant un homme était vrai aux enfers, ses parents étaient, à sa connaissance, heureux en ménage. Alors, lorsqu'elle apprit que Venulana divorçait de son père pour séduire James, elle ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Sentant les regards occasionnels de Ria, Venulana ne put que soupirer. Elle savait que c'était difficile pour Ria. Mais elle voulait aussi trouver son propre bonheur, même si Ria trouvait cela injuste ou injuste. De plus, elle n'avait aucune intention de lui voler James, seulement pour elle-même. Soupir. Ma fille est très méchante, dit Venulana d'un ton faussement triste. J'aurais dû lui apprendre l'importance du partage. En entendant cela, les sourcils de Ria se froncèrent comme ceux de Sona il y a peu. Cependant, avant qu'elle puisse répondre, une voix improbable de raison l'arrêta. Tu sais, Lana, je ne pense pas que ce soit parce que je dois partager mon bébé avec toi, dit Leona avec un sourire exaspéré sur son visage. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Demanda Venulana, sincèrement perplexe. Je me souviens de son comportement quand James a ramené Misor à la maison. Et même si elle n'était pas si méchante, elle n'était pas vraiment amicale avec Moka non plus. Ria rougit immédiatement en se rappelant comment elle avait agi dans le passé. C'est vrai qu'il était très égoïste par le passé, mais il a clairement progressé depuis, dit Leona en souriant. C'était une époque formidable, n'est-ce pas? On peut arrêter de parler de ça, s'il vous plaît? Merci, demanda Ria, le visage rouge. Bon, revenons à ce que je disais, dit Leona, son sourire se transformant en une expression sérieuse. C'est sans doute dû à la soudaineté de la situation. Venulana baissa la tête pensivement en entendant l'hypothèse de Leona. Je veux dire, combien représentent les pourboires d'une semaine comparés aux 18 années qu'il a vécues auparavant, demanda Leona, renforçant son propos. Je vois. Je pense que c'est logique, murmura Venulana en hochant la tête. Cependant, elle leva la tête et regarda Leona avec scepticisme. Mais si tu savais que c'était ça le problème, pourquoi m'as-tu suggéré de procéder ainsi? En réponse, Leona sourit vivement. Parce que c'était plus amusant de cette façon, évidemment, dit Leona avec un sourire encore plus éclatant. À ce stade, personne ne savait quoi dire. Il ne pouvait que fixer Leona, l'air vide. Je ne peux pas croire que tu ne t'attendais pas à quelque chose comme ça, dit James, incrédule. Après le commentaire de James, tout le monde regarda Leona, toute souriante. Puis ils regardèrent Venulana et secouèrent la tête. Soupir. Je suppose que je n'y ai pas réfléchi, dit Venulana d'un ton fatigué. Avec le recul, j'aurais dû m'attendre à ce que les choses se passent ainsi. Ria n'a tout simplement pas autant d'expérience que moi. Comment peux-tu ne pas te souvenir d'une chose pareille? Demanda Ria d'un ton agité. Bref. Interrompit James avant que Ria ne puisse s'en prendre à sa mère. Maître, Eva, avez-vous fini de stabiliser l'espace dans la faille dimensionnelle? Pas encore, répondit Skatash. Oui, il y en a bien plus que ce à quoi je m'attendais, dit Evangeline d'un ton fatigué. Sans la formule Kankara d'Ajuka, il faudrait peut-être jusqu'à 1 an pour la terminer. Eh bien, la formule Kankara est une tricherie. James haussa les épaules. Alors, quelle est la date limite? Si tout va bien, encore 1 semaine, a répondu Skatash. 2 semaines pour créer une base pleinement fonctionnelle dans la faille dimensionnelle? Vous 3, c'est vraiment extraordinaire, dit Leona en rejoignant le groupe.
Quelque chose me dit que tu n'as aucune idée de ce que cela signifie, dit Evangeline en plissant les yeux vers Léona. Non, pas du tout, répondit Léona en souriant. Mais c'est vraiment impressionnant. Greffia, puis-je avoir une autre tasse de thé? Oh, et tu peux ajouter un peu de whisky? Greffia, s'il te plaît, n'écoute pas la seconde partie de ta requête, demanda James en essayant de prendre un air de chien battu. Je ne pense pas que quiconque ait envie de s'occuper d'une mère ivre en ce moment. Greffia fit simplement un signe de tête à James. Puis elle prépara une autre tasse de thé pour Léona. Sans ajouter de whisky, elle la posa sur la table devant elle. Vraiment, demanda Léona, incrédule. De quel côté es-tu, Greffia? Le camp qui crée le moins de chaos, répondit Greffia sans changer d'expression. Ils continuèrent à discuter et à boire du thé. Pendant ce temps, ce rafale s'endormit sur les genoux de James. Naturellement, James et Sona se sentirent impuissants. Mais la prise de ce rafale sur la chemise de James était si forte qu'il était impossible de la séparer de lui sans détruire sa chemise. PFFF. On dirait que le dernier chapitre l'a sérieusement traumatisé, dit Léona, assise à côté de James et ce rafale, après avoir eu le sentiment d'avoir bu assez de thé. Eh bien, je comprends que ça puisse te rendre folle. La plupart des gens apprécieraient que je les aide à tourner la page, dit James avec un sourire ironique. Mais j'ai le sentiment que ce raton va utiliser ça contre moi pour le restant de mes jours. Eh bien, tu as abattardi la chose qu'elle aime le plus au monde, dit Sona, assise de l'autre côté de James et ce rafale. Ce qu'elle aime le plus au monde, corrigea James avec un sourire. Tout le monde sait qu'elle t'aime plus que tout au monde. Tu es sûr de ça? Demanda Sona en regardant avec suspicion ce rafale qui dormait sur les genoux de James. En réponse, James leva les yeux au ciel. Bruit sourd. Puis il tapota le front de Sona. Voilà, s'exclama Sona en se couvrant le front. C'était pourquoi? Pour avoir dit une bêtise, dit James avec indifférence. Ne prétends pas que ce rafale pourrait aimer quelqu'un plus que toi. Sona baissa la tête. Puis elle regarda James, les yeux levés vers le ciel. Elle pourrait finir par t'aimer plus qu'elle ne m'aime, murmura Sona. En réponse, James haussa un sourcil. Puis il sourit malicieusement. Veux-tu tester cette théorie? Demanda James. Comment? Demanda Sona avec curiosité. Répétez ces mots sur un ton offensé, dit James avant de se pencher et de murmurer à l'oreille de Sona. Après quelques instants, Sona regarda James avec scepticisme. Vraiment? Demanda Sona, incrédule. Sérieusement? Répondit James d'un hochement de tête. Maintenant? Demanda Sona sur le même ton. Tout de suite, répondit James d'un hochement de tête, toujours sur le même ton. Sona prit alors une grande inspiration et regarda James avec scepticisme. Puis elle parla. Owen le Chan, James me harcèle, dit Sona d'un ton si triste que tout le monde crut qu'elle allait se mettre à pleurer à tout moment. Dès que la voix de Sona se fut calmée, ce rafale ouvrit les yeux. Elle prit alors sa forme de super diable. L'instant d'après, elle secouait James par le cou. James, espèce de salaud, hurla ce rafale. Que as-tu fait à mon sautant? Ta réponse déterminera combien de membres je vais geler. Écoute. Sona. Je te l'ai dit. James peinait à le dire à cause de tous ces tremblements. Hein? Sautant, de quoi tu parles? Demanda ce rafale en continuant de secouer James. Ce n'est rien, dit Sona en rougissant. Laisse tomber. Mais il te malmenait, n'est-ce pas? Demanda ce rafale d'un ton confus. Non, ce n'était pas ça, dit Sona. Laisse tomber. Comme Sona l'avait ordonné, ce rafale libéra le collier de James. Puis, son regard alterna entre James et Sona. Un instant plus tard, les yeux de ce rafale se remplirent de larmes. Puis elle serra Sona dans ses bras et se mit à pleurer bruyamment. Sautant, James a tué Mami-chan, s'écria ce rafale, les larmes aux yeux. Tu devrais annuler tes fiançailles. Tu ne devrais pas épouser un homme aussi cruel. Tu vois, Sonia, demanda James en souriant. C'est évident que tu es la personne la plus importante dans la vie de ce raton. En entendant cela, Sona baissa la tête pour tenter de cacher le rouge qui lui montait aux joues. Cependant, si Sona était gênée, ce rafale était surprise. Sautant, pourquoi douterais-tu que tu sois la chose la plus importante pour moi? Demanda ce rafale en tenant Sona par le visage et en la regardant dans les yeux. Sona hésita quelques instants, encore plus gênée de répondre à la question de sa sœur. Surtout qu'elle n'était pas seule. Mais elle finit par serrer les dents et ouvrir la bouche. J'avais peur. Dit Sona calmement. Peur? Peur de quoi? Demanda ce rafale, perplexe. J'avais peur que tu commences à aimer James plus que moi, dit Sona en baissant à nouveau la tête, tout son visage et son cou rougis d'une rougeur profonde. Ce rafale se tut en entendant les paroles de Sona. Elle regarda James et dut admettre que ses sentiments pour lui étaient en train de changer, passant de ceux d'une fille pour un petit frère espiègle à ceux d'une femme pour un homme qu'elle aimait. Et elle savait exactement quand ce changement avait commencé. C'est alors qu'elle avait fait irruption chez James et Sona lors de leur première relation. Cependant, même si c'était vrai, sa réponse au doute de Sona était déjà toute tracée. Je l'avoue, j'aime bien James, dit ce rafale d'un ton beaucoup plus mature qu'à son habitude. En fait, ce ne serait pas faux de dire que je l'aime. En entendant cela, Sona serra les dents et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Mais ce rafale n'en avait pas encore terminé.
Mais si être avec James signifiait le placer au-dessus de toi dans mon cœur, alors je le laisserais tranquille sans hésiter. Alors, tu es tout pour moi. Tu m'as rendu si fier. Tu es devenu si fort et intelligent. Et je suis sûre que dans quelques années, tu me surpasseras. Et j'en suis très heureux. Bien qu'elle fût surprise d'entendre ce Rafale prononcer ces mots à voix haute, Sona espérait au fond d'elle que ce soit le cas. Mais elle s'était toujours sentie inférieure à sa sœur, d'autant plus que ce Rafale était si forte, si belle et si impressionnante à ses yeux. Et lorsqu'elle apprit qu'elle serait la prochaine chef de la maison Citri, la pression qu'elle s'imposait pour être à la hauteur de la réputation de sa sœur la pesa plus qu'elle ne le pensait. Après avoir entendu l'avis de ce Rafale sur elle et James, les larmes de Sona coulèrent à torrents et elle pleura contre la poitrine de ce Rafale en la serrant fort dans ses bras. Ce Rafale, choqué par les larmes de sa sœur, ne put que la serrer à son tour dans ses bras, lui souriant doucement et lui frottant la tête et le dos. Au même moment, James se leva rapidement lorsque Sona se mit à pleurer. Puis il prit sa mère, assise à côté de lui, et la jeta sur son épaule. Un instant plus tard, il Flash sortit de la pièce. « James, que fais-tu » demanda Léona, perplexe. « Je t'emmène, maman » dit James précipitamment. « Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas gâcher leur moment. » « Mais Jimas, je voyais un champ de lys interdit fleurir derrière eux » cria Léona tandis que James les emmenait hors de la pièce. Chapitre 284, Rencontre au pays de Galles. Monde humain, Japon, Kuo. Quelques jours plus tard, Sona et ce Rafale se rapprochèrent. En fait, sans ses fonctions de Satan, tous ceux présents ce jour-là savaient que ce Rafale aurait suggéré d'emménager directement chez James. Heureusement, ce Rafale avait des obligations à assumer. Sinon, après sa confession, James savait que Sona et lui auraient été étouffés par ce Rafale pendant tout ce temps. Ce mercredi-là, après l'école, James était assis dans son atelier, cherchant son prochain dessin. Assis à son bureau, il méditait. Toc. Toc. Entrez, dit James sans lever les yeux de son carnet de croquis. Irène franchit la porte. James fut surpris par son expression. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Irène semblait inquiète. Irène, quelque chose ne va pas, demanda James en posant son crayon sur la table. Eh bien, balbutia Irène en s'approchant de James. Puis, s'asseyant à côté de lui, elle laissa échapper un profond soupir. Je veux aller voir ma fille. Ok, répondit James en hochant la tête sans changer d'expression. Et ça, demanda Irène, surprise par l'indifférence de James. Tu pensais que j'allais te compliquer la vie, demanda James avec une expression étrange. Enfin, si tu as décidé de rejoindre ma pairie, c'était pour cesser d'être un dragon. Tu pourrais ensuite retrouver ta fille et lui dire la vérité, n'est-ce pas? C'est vrai, mais... dit Irène, ne sachant plus pourquoi elle était si nerveuse au départ. Alors, quelle raison ai-je de l'arrêter, demanda James en souriant. En réponse, Irène resta silencieuse. Elle n'avait ni les mots ni la raison de répondre à la question de James. Puis elle prit une profonde inspiration. Après avoir expiré, elle regarda James dans les yeux et parla. Merci, Thiago, dit sincèrement Irène. Ne t'inquiète pas, répondit James en agitant la main d'un air dédaigneux. Alors, quand pars-tu? Puisque Scatache ne sera pas là avant la semaine prochaine, j'aimerais savoir. J'avais prévu d'y aller vendredi soir, répondit Irène. Et j'espérais que tu viendrais avec moi. S'exclama James, confus. Tu veux que je t'accompagne? C'est une réunion importante pour toi, non? Oui. Mais j'ai peur de sa réaction, dit humblement Irène, une légère rougeur sur le visage. Merde, la différence entre ton apparence confiante habituelle et ton apparence douce est trop grande, dit James intérieurement, sa respiration s'accélérant légèrement. Ça ne me dérange pas, mais est-ce que tout va bien? Demanda James, essayant de surmonter l'apparence timide et docile d'Irène. Il va bien, répondit Irène. De plus, avec toi, ce sera plus facile de lui expliquer comment devenir un démon. J'espère qu'il ne me détestera pas pour ça. Tu dois arrêter d'être si pessimiste, Irène, dit James avec un sourire ironique. Au fait, tu ne m'as pas dit où on allait. Où est-elle, d'ailleurs? Eh bien, elle est dans Human World, Royaume-Uni, Pays de Galles, Monmouthshire. Vendredi après-midi, vers 14h, dans un château aux abords du Monmouthshire, au Pays de Galles, une beauté aux cheveux écarlates entra au camp d'entraînement du clan Pendragon. Elle mesurait 1,75 mètres, avait de longs cheveux raides lui descendant jusqu'au bas du dos, des yeux marrons et une peau claire. Elle portait une armure d'argent apparemment sur mesure couvrant son torse et ses bras, des boucles d'oreilles en argent en forme de losange, une jupe bleue et des bottes noires, ainsi qu'une épée longue. À ce moment-là, elle était prête à commencer son entraînement d'épée de l'après-midi. Cependant, dès qu'elle s'est alignée avec un mannequin d'entraînement, elle a été interrompue. Mademoiselle Erza, appela un serviteur depuis l'entrée du terrain d'entraînement. Le seigneur Uther a requis votre présence dans la salle de réception. Fronçant légèrement les sourcils, détestant que son entraînement soit interrompu, Erza se détendit rapidement. Uther Pendragon, le chef du clan Pendragon, avait beaucoup fait pour elle depuis son adoption. Bien qu'elle ignore pourquoi elle avait été abandonnée, Uther lui assura que sa mère tenait vraiment à elle. Il lui promit également de lui parler un jour de sa mère. Compris, j'arrive bientôt, dit Erza avant de s'éloigner du mannequin d'entraînement.
Après cela, Erza quitta le terrain d'entraînement, même si elle n'y était pas depuis plus de 3 minutes. Alors qu'elle traversait le château de Pendragon, l'épée longue qu'elle tenait à la main disparut dans un éclair de lumière. Cet éclair représentait la magie d'Erza, Rekip. Cette magie de Rekip permet à Erza de stocker armure, armes et vêtements. Tout comme son épée, Erza était elle aussi enveloppée d'un éclair de lumière tandis qu'elle marchait. Lorsque la lumière s'estompait, son torse et ses bras étaient recouverts d'une chemise blanche à manches longues, ornée d'un ruban bleu autour du cou. De plus, ses bottes noires étaient remplacées par une paire de chaussettes noires montant jusqu'aux genoux et des mocassins marrons. Sans son armure, Erza, à la fois élancée et voluptueuse, incitait tous les hommes présents dans les couloirs du château à la regarder à 2 fois. Cependant, Erza ne semblait pas vraiment intéressée par les regards de ces hommes et adolescents. Soupir. Depuis qu'Arthur s'est enfui, personne ici ne peut me pousser suffisamment à améliorer mon escrime, pensa Erza. Il est peut-être temps de quitter le château pour un voyage de perfectionnement. S'il est vrai qu'Arthur Pendragon, l'héritier de la maison Pendragon, était le seul au château à égaler Erza à l'épée, cette affirmation ne s'appliquait qu'aux épéistes de son âge. Erza ignorait complètement la présence d'Uther, pourtant encore meilleur épéiste qu'Arthur. Du moins, c'est ce que racontent les histoires. Alors qu'elle réfléchissait à l'endroit où elle devait aller et à ce qu'elle devait faire pendant son voyage, Erza arriva enfin à la salle de réception. Puis, elle frappa à la porte. Toc. Toc. Seigneur Uther, moi, Erza Scarlett, je suis arrivée, dit Erza en s'annonçant. Entrez, répondit la voix d'Uther Pendragon de l'autre côté de la porte. Sans perdre de temps, Erza ouvrit immédiatement la porte. Elle souhaitait discuter de son cheminement personnel avec Uther. Plus vite elle réglerait la question, plus vite elle pourrait envisager de quitter le château de Pendragon. Cependant, lorsqu'elle entra dans la pièce, ses pensées s'arrêtèrent. Dans la pièce se tenait Uther Pendragon, un bel homme d'âge mûr aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux traits similaires à ceux de son fils, Arthur Pendragon. Assis en face d'Uther se trouvaient un homme et une femme qui retinrent l'attention d'Erza bien plus qu'Uther. Tous deux possédaient des auras bien plus puissantes que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. De plus, les traits de la femme étaient extrêmement similaires aux siens, mêmes cheveux écarlates et mêmes yeux marrons. Et ses traits étaient identiques à ceux d'Erza, en plus mature. Puis il y avait le jeune homme, qui semblait avoir le même âge qu'elle, voire un peu plus jeune. Cependant, son aura était la plus puissante de la pièce. De plus, c'était l'un des hommes les plus beaux qu'elle ait jamais vus, et en plus, elle voyait bien qu'il était aussi un puissant épéiste. Tandis qu'Erza scrutait les nouveaux visages du regard, les nouveaux venus, James et Irène, en firent autant. James s'intéressait à son niveau d'escrime, tandis qu'Irène retenait ses larmes. 19 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté Erza avec la maison Pendragon, et elle ne l'avait pas revue depuis. Erza, assieds-toi, dit calmement Uther. Puis il attendit qu'Erza se rassied avant de reprendre la parole. J'aimerais vous présenter nos invités. Tout d'abord, voici Lord James Sataniel, le plus jeune des 5 grands satans. En tant que membre d'une prestigieuse famille de magiciens et de chevaliers, et même en tant que membre adoptif, Erza connaissait les personnages importants de chaque royaume. Elle connaissait aussi James. D'autant plus que son nom était devenu très présent dans le monde surnaturel ces 6 derniers mois. Enchanté de vous rencontrer, Seigneur Sataniel, dit Erza en inclinant poliment la tête. J'ai beaucoup entendu parler de ton escrime, je me demande si tu accepterais de t'entraîner avec moi, pensa Erza en se présentant. Enchanté de te rencontrer, Erza Scarlett, répondit James avec un sourire. Tu es vraiment impressionnante. Tu es seulement le 4e humain que je rencontre capable d'atteindre le plus haut rang avant 20 ans. Merci pour le compliment, dit Erza avec un petit sourire. Et cette dame est la reine de Lord Sataniel, Irène Belserion, dit Uther en désignant Irène. Et, avant qu'Uther ait pu finir de présenter Irène, cette dernière se mit à pleurer. Puis, elle tendit la main et attrapa celle d'Erza. Mon Erza. Ma fille. Je suis désolée, dit Irène entre 2 sanglots. Je suis désolée. Mais, j'avais peur de ce qu'elle pourrait faire. Es-tu ma mère, demanda Erza, la surprise dans le ton. Réalisant qu'Irène et Erza auraient besoin de temps pour parler, James et Uther établirent un contact visuel avant de se lever et de quitter tranquillement la pièce. Dès que la porte se referma, Erza sortit de sa torpeur. En regardant autour d'elle, elle ne vit qu'Irène, les mains dans les poches, la tête baissée, le visage ruisselant de larmes. James et Uther étaient partis. Comprenant qu'elle avait eu l'occasion de parler seule à seule avec sa mère, Erza prit une grande inspiration pour se calmer autant que possible. « Es-tu vraiment ma mère ?» demanda Erza du ton le plus calme possible. Bien qu'elle connaisse déjà la réponse à cette question après tout, c'était quelque chose qu'elle pouvait ressentir dès qu'elle voyait Irène. Erza voulait entendre la confirmation de la bouche d'Irène. « Oui, répondit Irène, toujours la tête baissée. « S'il te plaît, dis-moi. Pourquoi m'as-tu laissé ici il y a toutes ces années ?» demanda Erza d'un ton agité. En entendant la question d'Erza, Irène frissonna un instant. Même si elle craignait qu'Erza la déteste si elle apprenait la vérité, elle savait aussi qu'Erza méritait de savoir. Puis, comme Erza l'avait fait plus tôt, Irène prit une grande inspiration pour se calmer. Puis elle prit un mouchoir pour essuyer ses larmes. Lorsqu'elle fut prête, elle regarda Erza dans les yeux. « Avant de commencer, connaissez-vous la fête du dragon ?» demanda Irène. « Oui, une guerre entre les humains et les dragons qui a eu lieu il y a 400 ans, répondit Erza. « C'est vrai.
Irène hocha la tête. Pendant le festival du dragon, j'étais la reine d'un pays appelé Dragonov. Un pays qui n'existe plus. De là, Irène expliqua que dans son pays, de nombreux dragons croyaient à la coexistence avec les humains. L'un d'eux décida de lui enseigner la magie des dragons, la magie du tueur de dragons, afin qu'elle puisse protéger son royaume pendant la fête du dragon. Durant cette période, Irène engagea son mari, un général d'un pays voisin, pour régler un conflit territorial. Peu après leur mariage, Irène tomba enceinte d'Erza. Ce choc choqua naturellement Erza, qui n'avait que 19 ans. Cependant, l'histoire d'Irène ne s'arrêta pas là. Peu après la conception d'Erza, on découvrit également qu'un usage prolongé de la magie du chasseur de dragons transformait l'humain qui l'utilisait en dragon. Et Irène ne fit pas exception. Lorsqu'Irène découvrit qu'elle se transformait en dragon, elle le dit à son mari. Mais à sa grande surprise, celui-ci la captura et l'emprisonna. La rumeur se répandit dans tout le royaume qu'Irène avait été un dragon, dressant les citoyens contre elle. Son mari usurpa alors le trône d'Irène, tandis qu'elle fut emprisonnée et torturée pendant 3 ans. Finalement, quand Irène ne put plus le supporter, elle se transforma complètement en dragon et s'échappa de prison, détruisant son propre pays en quittant Draniov. Cependant, une chose lui échappait encore, sa grossesse, qu'elle avait pourtant réussi à interrompre en prison. À cet instant, elle commença à haïr les humains. Et elle savait que si elle avait donné naissance à son enfant, les risques de le tuer étaient extrêmement élevés. Ne trouvant aucune solution viable, Irène décida de maintenir le fœtus en état de stase. Puis, au fil des siècles, il devint un dragon plus puissant. Il finit même par rivaliser avec le roi dragon en puissance. Pendant tout ce temps, elle réprima sa haine des humains. Cependant, elle aspirait aussi à redevenir humaine. Et lorsqu'elle se souvint de l'enfant qu'elle portait dans son ventre, elle commença à fomenter un complot funeste. Elle envisagea de transférer son âme dans le corps de son enfant à naître dès son accouchement. Ce jour arriva enfin. Irène donna naissance à Erza. Cependant, avant d'accomplir le rituel de transfert de son âme à l'enfant, elle vit les magnifiques yeux bruns et clairs d'Erza. À cet instant, elle sut que ce qu'elle allait faire la changerait à jamais. Elle savait qu'elle perdrait ce qui lui restait d'humanité. Mais en même temps, Irène désirait toujours accomplir le rituel. Finalement, Irène prit une décision. Transformée en humaine, elle s'approcha du château de Pendragon et exigea de voir le chef de famille actuel, Uther Pendragon, tout en déployant son aura draconique. Naturellement, Uther prit la fuite, craignant la destruction de son clan Pendragon. À son arrivée, Irène le força à accueillir Erza, lui promettant qu'elle reviendrait la chercher un jour. Puis elle partit sans laisser à Uther le temps de s'exprimer. Quand Irène eut terminé son histoire, les larmes recommencèrent à couler de ses yeux. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit Irène en pleurant. Mais je veux que tu saches que je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir abandonné toutes ces années. » Tandis qu'Irène pleurait et s'excusait abondamment, la vue d'Erza commença à se brouiller. Puis, elle prit une grande inspiration et prononça un mot qui attira son attention. « Mère, dit Erza avec un sourire éclatant. Irène leva immédiatement les yeux et vit le sourire sur le visage de sa fille. « Merci, dit Erza, les larmes aux yeux. Merci de m'avoir donné la chance de vivre. » Incapable de supporter cela plus longtemps, Irène s'élança et enlaça Erza. Tandis que la mère et la fille s'étreignaient, elles versèrent toutes deux des larmes de bonheur. Irène, heureuse de pouvoir dire la vérité à Erza. Et Erza, heureuse que sa mère se soucie vraiment d'elle. Chapitre 285, Combattre Uther Pendragon. Human World, Royaume-Uni, Pays de Galles, Monmouthshire. Peu après avoir quitté la salle de réception, James et Uther échangèrent un regard. Uther fit alors un geste vers le couloir et commença à marcher peu après. James le suivit naturellement. Alors, commença Uther, ne sachant pas vraiment comment aborder le sujet qu'il avait en tête. Je suis presque sûr de savoir ce que vous voulez dire, Seigneur Uther, dit James avec un sourire. Soupir. Avec la différence de pouvoir qui nous sépare, c'est étrange de t'entendre m'appeler Seigneur Uther, dit Uther avec un sourire en coin. Mais puisque tu as probablement raison, as-tu trouvé mon fils? Non seulement votre fils, mais aussi votre fille, répondit James. Soupir. Si c'est possible, ne pourrais-tu pas les tuer s'ils entrent en conflit les uns avec les autres, demanda Uther. James, bien qu'il n'ait pas arrêté de marcher, regarda Uther avec surprise. Tu sais, je pensais que ton réseau d'informations serait meilleur, dit James avec un sourire ironique. En entendant les paroles de James et en voyant son expression, le visage d'Uther pâlit rapidement. Puis, la lumière de ses yeux s'éteignit, et une expression de tristesse se dessina sur son visage. À cet instant, Uther sembla avoir vieilli d'une décennie en moins d'une seconde. Tu tires des conclusions hâtives, dit James, gardant son sourire ironique en voyant l'expression d'Uther. Je ne les ai pas tués. En fait, nous n'avons plus aucune raison de nous battre. L'expression d'Uther changea à nouveau rapidement. La vie revint dans ses yeux, il paraissait plus jeune et souriait joyeusement. Ce vieil homme est très expressif pour un chef de clan, pensa James, amusé par la vivacité des expressions faciales d'Uther. Cela signifie-t-il qu'ils ne font plus partie de la brigade du chaos, demanda Uther avec espoir. C'est exact, répondit James avec un hochement de tête et un sourire. En pratique, la brigade du chaos n'existe plus. Depuis que la faction des héros et la faction du vieux Satan ont été détruites. J'ai entendu la nouvelle. Uther hocha la tête.
Mais je n'ai pas entendu dire que la brigade du chaos avait été entièrement détruite. Pendant qu'il parlait, Uther conduisit James vers les terrains d'entraînement où Erza s'était rendu plus tôt. Eh bien, avant que j'élimine le dernier membre de la faction des héros et de la faction du vieux Satan, ils ont trahi Ophi, le partisan de la brigade du chaos. James haussa les épaules. Avant cela, Vali, le chef de l'équipe d'Arthur, m'a demandé de m'occuper d'elle, car il s'attendait à une telle situation. Je vois, dit Uther. Mais pourquoi devrais-tu t'occuper d'une personne aussi puissante que le dieu dragon infini? Parce qu'elle est très puissante, répondit James en haussant à nouveau les épaules. Avec tout ce pouvoir, elle ne perçoit personne comme une menace. C'est pourquoi elle n'a même pas tenté de se défendre lorsqu'elle a été attaquée. Sans moi, elle aurait été victime de tes manigances. Je suppose que cela a du sens, dit Uther en hochant la tête. À ce moment-là, Uther conduisit James à l'entrée du terrain d'entraînement. Quand James le remarqua, il haussa un sourcil. Tu t'attendais à une bagarre, demanda James en souriant. J'ai entendu de nombreuses histoires sur ton habileté à l'épée, Seigneur Sataniel, dit Uther d'un air solennel. J'aimerais la tester moi-même, si cela ne te dérange pas. Pas question, répondit James. J'essaierai même de limiter ma puissance au niveau intermédiaire du classement final, égal au tien. Merci, dit Uther en se dirigeant vers un râtelier d'armes. Malheureusement, je n'ai pas l'arme que je connais le mieux. Donne-la à mon fils. Je comprends, répondit James, matérialisant un katana d'entraînement et un fourreau sur sa hanche gauche. Un instant plus tard, Uther et James se tenaient face à face. Uther tenait l'épée à deux mains, la pointe pointée entre les sourcils de James. Pendant ce temps, James était en position d'Iedo. Dès qu'ils furent prêts, Uther s'avança vivement et enfonça son épée dans la gorge de James. En réponse, James se contenta de pencher la tête et le cou pour éviter l'attaque. Uther rétracta alors rapidement son épée et frappa en diagonale de l'épaule gauche à la hanche droite de James. Une fois de plus, James esquiva le coup en quelques mouvements. Alors qu'Uther dégaina à nouveau son épée, James fit un mouvement brusque avec le katana qu'il tenait à la hanche, de la cuisse droite d'Uther vers son épaule, sans dégainer la lame. Uther réagit promptement et bloqua l'attaque. Cependant, dès que le fourreau toucha l'épée, James dégaina le katana et visa la poitrine d'Uther. Les yeux grands ouverts, Uther se pencha en arrière, cambrant le dos, juste assez vite pour éviter le coup à la poitrine. Bien qu'ils utilisaient tous deux des armes d'entraînement, cette attaque aurait non seulement été extrêmement douloureuse, mais elle lui aurait aussi fait perdre son main s'il avait été touché. Lâchant le fourreau de sa main gauche, James porta sa main gauche à la poignée du katana et inversa la lame. Puis il attaqua Uther, dont l'équilibre avait été perturbé par l'esquive rapide. Au lieu d'essayer de corriger sa posture, Uther choisit de tomber en arrière, évitant une fois de plus l'attaque de James. Il se redressa alors et bondit en arrière, s'éloignant de James, avant de reprendre sa position initiale. Lorsqu'il fut de nouveau en position, James courait déjà vers lui. Cette fois, James attaqua d'un coup, visant la poitrine d'Uther. Uther para facilement le coup descendant. Puis, utilisant une épée à double tranchant, il frappa le menton de James sans avoir à ajuster sa prise sur la poignée. James, suivant l'élan de son épée parée, s'écarta du coup d'Uther et rendit le sien. Dès lors, pendant les 5 minutes qui suivirent, James et Uther échangèrent d'innombrables coups, estoc, parades, blocages et esquives. Durant ces 5 minutes, le match fut à plusieurs reprises presque décisif. Cependant, aucun des deux épéistes ne parvint à porter le coup décisif. Alors que le combat à l'épée se poursuivait, Irène et Erza achevèrent leur conversation à cœur ouvert. Elles quittèrent ensuite la salle de réception et se dirigèrent vers les auras de James et Uther, qui brillaient quelque part dans le château. Lorsqu'elles les trouvèrent, Erza fut fascinée par le haut niveau d'escrime dont James et Uther faisaient preuve. Alors que le regard d'Erza fut immédiatement attiré par le mât, Irène regarda sa fille avec un sourire. Sous son air sérieux et strict, elle semble apprécier les bagarres, pensa Irène. Je parie qu'elle est aussi un peu fautive. Même si c'est en grande partie involontaire. Tu sais, si tu reviens avec nous, il y aura plein de gens contre qui te battre, dit Irène avec un sourire. Aux oreilles d'Erza, les paroles d'Irène résonnèrent comme les murmures d'un démon, et c'était le cas. Mais comme Erza envisageait de quitter le château de Pendragon, elle était très encline à accepter. Puis, alors qu'il regardait l'entraînement, Irène a parlé à Erza de toutes les personnes avec lesquelles elle pourrait s'entraîner dans le domaine de James. Un porteur d'épée démoniaque sacrée, un porteur de Durandal, un porteur de Gaibolg, plusieurs combattants et utilisateurs de magie aussi, pensa Erza avec excitation. De plus, Maître Skatash est responsable de la formation de chacun, dit Irène, ajoutant à sa persuasion. Sur ce, Erza s'arrêta un instant de pensée. Skatash était l'idole de toute fille ou femme dont le but était de devenir une guerrière. Tu parles de Skatash, la sorcière immortelle, demanda Erza. Mais n'était-elle pas liée à Shadowland il y a un millénaire? Eh bien, elle est la reine de James maintenant. Irène haussa les épaules et sourit. Alors, qu'en penses-tu? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur James? Puisque la seule façon pour le Jas de prendre fin était la mort de Skatash. En un instant, Erza comprit que cela signifiait que James pouvait vaincre Skatash au combat. Cependant, un instant plus tard, elle regarda sa mère avec scepticisme. N'êtes-vous pas la reine de Lord Sataniel? Demanda Erza d'un ton confus. Eh bien, James est un peu spécial, dit Irène en souriant. En fait, il a 2 nobles sous ses ordres.
je suis la reine de son deuxième noble. Erza avait entendu parler du système des pièces maléfiques utilisées par les diables, mais d'après ce qu'elle savait, chaque diable ne pouvait détenir qu'une seule péri. Mais si sa mère disait vrai, Erza pourrait passer suffisamment de temps avec Irène pour compenser les 400 ans passés seuls. Si ce que tu dis est vrai, cela signifie-t-il que le seigneur Sataniel peut encore accepter plus de personnes dans sa noblesse, demanda Erza, toujours rivée au conflit entre James et Uther. En entendant la question d'Erza, Irène sourit. En mentionnant l'autre personne du manoir de James et en lui disant qu'il avait un second titre de noblesse, Irène incitait Erza à poser cette question. Comme Erza, Irène souhaitait rattraper le temps perdu avec sa fille. Et selon elle, le meilleur moyen d'y parvenir était de passer le plus de temps possible ensemble. Et encore une fois, le meilleur moyen était qu'elles rejoignent la même famille. Quand je le dis comme ça, c'est comme si je m'offrais à moi et à ma fille comme un repas combiné, pensa Irène en fronçant légèrement les sourcils. Pour une raison inconnue, le terme « oyakodon » lui vint à l'esprit. Mais comme elle ignorait ce que ce mot signifiait, elle l'oublia rapidement. Pendant ce temps, le combat entre James et Uther atteignait son paroxysme. James, sautant de côté, évita un nouveau coup d'Uther. Suspendu dans les airs, sa main gauche atterrit au sol et agrippa son fourreau. Lorsque James retomba sur ses pieds, son katana était remis dans son fourreau, tandis que le fourreau était à sa hanche gauche. Au coup suivant d'Uther, James dégaina son katana, détournant l'épée d'Uther. Puis, de la main gauche, il brandit le fourreau, s'arrêtant juste avant qu'il ne touche Uther à la gorge. À cet instant, James et Uther se figèrent. Puis Uther laissa échapper un long soupir. « J'ai perdu », dit Uther avec un sourire. « Mais je n'ai pas livré un combat pareil depuis au moins 10 ans. Merci, Seigneur Sataniel. » « Non, je devrais plutôt vous remercier, Seigneur Uther, » dit James en retirant le fourreau de la gorge d'Uther. « Je combats rarement à l'épée pure. J'ai donc l'impression d'avoir beaucoup progressé. Même si le maître me gronderait probablement si je n'utilisais pas tout ce que j'ai. »« Votre maître ?» demanda Uther avec curiosité. « Puis-je vous demander qui cela pourrait être ?»« La reine de Dinsket, Scatash. » dit James avec indifférence. Uther resta bouche bée de surprise. Au lieu de demander comment Scatash avait réussi à s'échapper du pays des ombres, il ferma la bouche, regarda James et sourit. « Je pense que ma perte est justifiée. Surtout que tu as été formé par l'un des plus grands entraîneurs de héros de l'histoire, » dit Uther. À ce moment-là, Irène et Erza s'approchèrent d'elle. James et Uther, voyant l'expression du duo mère-fille, eurent des réactions différentes. James lança un regard interrogateur à Irène, ce qui fit s'écarquiller son sourire. Pendant ce temps, Uther soupira de nouveau, conscient qu'il allait perdre un autre membre prometteur de la jeune génération. Et cette fois, il ne pouvait rien y faire. « Seigneur Uther, » dit Erza après qu'Irène et elle eurent arrêté de marcher. Puis elle baissa la tête. « J'aimerais accompagner ma mère. Je crois que je pourrais poursuivre mon entraînement si je l'accompagnais. De plus, nous avons beaucoup de temps perdu à rattraper. Quand elle m'a confié ta garde il y a des années, elle m'a dit qu'un jour je reviendrais te chercher, » dit Uther avec un sourire hésitant. « Alors je suis prêt pour ce jour. Vas-y, Erza. Et ne cesse de progresser. Tu es l'un des épéistes les plus talentueux que j'ai jamais rencontrés. » Merci, Seigneur Uther, dit Erza avant de lever la tête et de sourire à Uther. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi au fil des ans. Vis bien, tout simplement, dit Uther en souriant. C'est la meilleure façon de me remercier. Je tiens à te remercier aussi, Uther, dit Irène en souriant. Merci de t'être occupé de ma fille. Je trouverai un moyen de te remercier, crois-moi. N'y pense pas, répondit Uther en agitant la main d'un air dédaigneux. Puis il regarda James une fois de plus. Seigneur Sataniel, y a-t-il une chance que je revoie Arthur un jour? Oui, je devrais le voir demain, répondit James. Pourquoi? Que s'est-il passé? Si c'est le cas, puis-je vous demander d'amener quelqu'un avec vous lorsque vous partirez? Demanda Uther. Chapitre 286, de retour avec un invité et un nouveau résident. Monde humain, Japon, Kuo. Dans le salon du domaine d'Alavru, certains résidents étaient assis, blottis sur les canapés, à regarder un film d'horreur. Bien que peu effrayés par le surnaturel, ils appréciaient tous les frissons. Sur le canapé, de droite à gauche, se trouvaient Venlana, Léona, Misor, Moka, Akeno, Sona et Ria. Les autres résidents étaient dans leur chambre, ayant décidé de se reposer tôt car ils iraient avec James visiter la nouvelle base d'opération de l'équipe DXD le lendemain matin. Au moment où une autre frayeur apparaissait sur l'écran de télévision, la lumière d'un cercle magique apparut dans un coin de la pièce, derrière le groupe de filles et de femmes. Comme le cercle magique était derrière elles ne le remarquèrent naturellement pas, tellement elles étaient absorbées par le film. « Je suis de retour », dit James d'un ton vif une fois la téléportation terminée. « Kia !» Toutes les filles ont crié de surprise. Un instant plus tard, tout le monde tourna la tête pour écouter machinalement le son de la voix. Naturellement, James fut amusé par leur réaction et afficha un sourire éclatant. Lorsque la plupart des filles, surtout les plus jeunes, virent l'expression de James, elles grincèrent des dents d'agacement. Pendant ce temps, Léona était assise là, réfléchissant à la façon dont elle pourrait le récupérer pour l'avoir effrayé à l'avenir. La personne qui a eu la plus grande différence de réaction, cependant,
était Venlana, qui a immédiatement bondi, a sauté sur le dossier du canapé et s'est jeté dans les bras de James. Bon retour, chérie, dit Venlana avec un sourire joyeux en serrant James fort dans ses bras. Voyant la réaction de tous, Irène rit. Cependant, lorsqu'elle vit Venlana courir pour serrer James dans ses bras, elle comprit que des ennuis allaient éclater. Pendant ce temps, Erza scruta la pièce et remarqua les femmes assises sur le canapé. Elle fut légèrement surprise de voir deux femmes aux traits presque identiques, à l'exception de la couleur des cheveux et des yeux. Alors, en voyant Venlana enlacer James, elle pensa que la blonde devait être sa moitié. Malheureusement, cette idée allait bientôt changer. « Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon fiancé » cria Ria avant de courir vers James et Venlana pour les séparer. Les yeux d'Erza s'écarquillèrent en apprenant que la blonde était la mère de la rousse. Mais le fait qu'elle soit blottie contre James, le fiancé de sa fille, la laissa sans voix. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ria » demanda Venlana d'un ton enjoué. « J'ai dit que je le courais aussi. De plus, tu t'énerves moins quand ses autres copines sont intimes avec lui. Tu détestes ta mère à ce point-là » À la fin de sa dernière question, l'expression de Venlana s'était transformée en une expression d'amertume qui risquait de faire couler des larmes à tout moment. Ria, quant à elle, serrait les dents d'agacement tout en continuant à essayer de se débarrasser de Venlana. Au même moment, l'expression d'Erza se transforma en un froncement de sourcils. Que James ait une maîtresse ne la dérangeait pas du tout. En fait, vu son statut, c'était logique. Cependant, voir un duo mère-fille se disputer sa personne et apprendre qu'il avait plusieurs petites amies était insupportable. Espèce de viralata éhontée, s'exclama Erza avec une indignation justifiée en rééquipant une épée longue et en la pointant vers James. Tu m'as permis de te suivre jusqu'à ton manoir uniquement pour qu'un autre duo mère-fille se dispute ton affection? Et que signifie avoir des petites amies? Quel genre d'homme es-tu? Après l'explosion d'Erza, le silence retomba dans la salle. Au même moment, tous regardèrent Erza avec surprise. Pendant ce temps, Irène ne pouvait s'empêcher de fixer sa paume. Depuis qu'elle avait tout mis au clair avec sa fille et décidé de la faire suivre jusqu'à chez elle, elle avait l'impression d'avoir oublié d'expliquer quelque chose à sa fille prétentieuse. Pourtant, malgré toutes ses réflexions, elle n'arrivait pas à comprendre ce que c'était jusqu'à maintenant. « Erza, je crois que tu devrais te calmer, » dit Irène d'un ton fatigué. « Les choses ne sont pas ce que tu imagines. » « Alors, il t'a trompé comme il l'a fait avec d'autres femmes, maman, » dit Erza, sans écouter ce que sa mère essayait de dire. « Alors, pour le bien des femmes du monde, je le vaincrai. » Sans attendre d'explications supplémentaires, Erza s'avança et brandit son épée vers James avec un extrême préjugé. Voyant l'épée approcher, James soupira d'exaspération. Puis, il repoussa calmement Venlana et leva le bras droit. Ting! James serra alors son index et son majeur autour de l'épée d'Erza, arrêtant complètement son élan. Naturellement, Erza fut complètement stupéfaite par cet exploit. Elle regarda alors les doigts de James et son épée, l'incrédulité dans les yeux. « Je crois que tu te méprends, Erza, » dit James avec indifférence. « Même si je suis à moitié démon, je fais partie de la société démoniaque. Par conséquent, la règle de monogamie que tu connais si bien ne s'applique pas à moi. J'ai commencé une relation et je sais que j'avais au moins une autre femme quand tu as décidé de rejoindre mon harem. Troisièmement, je n'ai pas de relation avec ta mère. Et enfin, tu es trop faible pour me défier dans un combat aussi direct. » Quand James lui dit qu'il n'était pas en couple avec elle, Irène haussa un sourcil. Bien qu'elle sache que James disait vrai, n'ayant jamais manifesté l'intention de changer d'avis, elle fut gênée par la clarté de ses explications. Heureusement, personne ne le remarqua, sauf James, qui fut complètement surpris par ce léger tressaillement. En fait, depuis que son ex-mari l'avait trahi 400 ans plus tôt, elle n'avait plus jamais envisagé de se retrouver avec un homme. Si James ne l'avait pas réincarné en démon, lui donnant ainsi l'occasion de revoir sa fille, elle n'aurait pas eu de sentiments pour lui non plus. Pendant ce temps, l'épée coincée dans les mains de James, Erza ne savait que faire. Elle savait que James avait raison, disant qu'elle était trop faible pour lui faire quoi que ce soit, même si l'admettre la mettait en colère. De plus, elle avait oublié que James n'était pas humain en découvrant ses multiples épouses, ce qui la gênait. Finalement, Erza utilisa son requip pour ranger son épée. Puis, elle baissa la tête. « Tu as raison, Thiago, » dit Erza avec sincérité après être sortie de sa stupeur. « J'ai tiré des conclusions hâtives et j'ai fait quelque chose d'impardonnable. S'il te plaît, frappe-moi en guise de compensation. » Une fois de plus, tout le monde regarda Erza étrangement, et Irène se tapota le visage pour la deuxième fois. « James, est-ce que cette fille va bien ?» chuchota Ria après s'être approchée et blottie contre le flanc gauche de James. « Quoi ? Elle n'a rien d'anormal, » murmura James d'un ton exaspéré. « Elle a grandi au sein d'un clan de chevaliers. Et elle semble avoir assimilé nombre de leurs doctrines. » Ria hocha la tête en guise de réponse. Puis, elle fronça les sourcils en remarquant Venlana qui essayait de se blottir de l'autre côté de James. Elle tendit alors la main pour empêcher sa mère de serrer James dans ses bras. « Ah, Ria, tu es si méchante » gémit Venlana d'un ton enjoué. Tandis que la mère et la fille se disputaient, James ne put que les regarder avec un sourire en coin. Puis il reporta son attention sur Erza, qui se tenait toujours là, la tête baissée, attendant sa punition. Soupir. « Lève la tête, Erza Scarlett » dit James calmement. « Je ne vais pas te frapper pour ce que tu as fait.
Tu l'as clairement fait à cause de la différence culturelle. Mais je pense que tu devrais essayer de te servir de ton sang-froid avant d'attaquer quelqu'un comme ça. Si je n'étais pas tellement plus fort que toi, non seulement tu m'aurais fait très mal, mais tu aurais aussi blessé tante Venlana. Bébé, gémit Venlana. Combien de fois t'ai-je dit de m'appeler Venlana? Ou simplement Lana, ça ferait l'affaire. Ignorant Venlana, James regarda Erza relever la tête, le visage rougi de gêne. Erza regarda ensuite Venlana, qui se battait gentiment avec Ria et essayait de convaincre James de laisser tomber le mot « tante » lorsqu'il parlait d'elle. Elle baissa ensuite la tête. « Mademoiselle Venlana, veuillez accepter mes excuses » dit Erza avec sincérité. « Par mes actes imprudents, je vous ai mis en danger. Vous pourriez me sembler une compensation. » Au même moment, tout le monde dans la salle poussa un soupir. James s'éclaircit la gorge pour dissiper l'atmosphère gênante. Bref, voici Erza Scarlett, la fille d'Irène. Essayez tous de bien vous entendre avec elle. En entendant la présentation, tout le monde acquiesça. Cependant, James n'avait pas terminé. Tandis que toutes les femmes acquiesçaient, James lança un regard sévère à sa mère. « Et maman, ne lui joue pas de tour » dit James d'un ton sévère. « Moi » dit Léona avec une expression innocente. « Jamais. » Immédiatement, tout le monde leva les yeux au ciel devant la performance de Léona. Cependant, James continuait de la fusiller du regard. De plus, son regard lui disait « J'essaie de te convaincre de rejoindre ma deuxième péri. Si tu me gâches tout ça, ça va déclencher une guerre de farce comme personne n'en a jamais vu. TCH. Ça va aller, dit Léona d'un ton amer. Puis elle croisa les bras et détourna la tête avant de reprendre la parole. Ça va aller, pour l'instant. Après avoir reçu la confirmation de sa mère, James sourit largement. Puis, il regarda à nouveau Erza, la tête toujours baissée. Erza, relève la tête, répéta James. Puisque personne n'a été blessé, tout va bien. Comme je l'ai dit, réfléchis bien avant d'agir, et il ne devrait pas y avoir de problème. Sur ce, Erza leva la tête. Puis elle fit un signe de tête à James. James, qui est l'autre fille, demanda Mocha en désignant la dernière personne revenue avec James une fois le désordre terminé. Lorsque tout le monde regarda dans la direction indiquée par Mocha, ils virent une jeune femme élégante, qui semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux noirs, des yeux verts, de beaux traits du visage et l'apparence d'une vraie jeune femme en uniforme de femme de chambre. « Tu nous en as apporté un autre » demanda Misor, exaspéré. « Greffia sang et zeste sang ne suffisent-ils pas ? » Ah, voici Hélène Westco, dit James en présentant la jeune fille aux cheveux noirs. Et elle ne sera pas domestique ici. On m'a demandé de l'emmener voir Arthur. Après tout, c'est à cause d'elle qu'il s'est enfui de chez lui. En entendant cela et en voyant le sourire provocateur sur les lèvres de James, l'expression d'Hélène resta inchangée. Cependant, une légère teinte rouge apparut sur ses joues. « Seigneur Sataniel, je crois que se moquer d'une jeune fille comme moi serait indigne de vous, » dit calmement Hélène. Ignorant la réfutation d'Hélène, tout le monde était curieux de savoir ce que James voulait dire. Alors, pour éviter de laisser tout le monde en suspens, James ignora également la réfutation d'Hélène et expliqua ce qu'il voulait dire. Eh bien, c'est vrai qu'Arthur s'est enfui parce qu'il avait peur qu'il t'arrive quelque chose à cause de ses sentiments pour toi, n'est-ce pas ? Demanda James avec une expression innocente. Enfin, c'est ce que Lord Uther m'a dit. Le rouge d'Hélène s'accentua tandis que James expliquait sa situation à Arthur. Pendant ce temps, toutes les jeunes filles se mirent à crier d'excitation. Puis elles se rassemblèrent autour de la servante britannique et la conduisirent à l'ascenseur, sans doute pour obtenir d'elle davantage d'informations sur la situation. Dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, James a tourné son attention vers Irène. « Irène, il doit y avoir une chambre vide à côté de la tienne, non ?» demanda James en souriant. « C'est vrai. » Irène hocha la tête. « Alors, pourquoi ne pas montrer cette chambre à Erza ?» demanda James. « Ce sera sa chambre désormais. »« D'accord, » dit Irène en souriant. « Viens, Erza. Je te montre ta chambre. »« Un instant, maman, » dit Erza. Puis elle regarda James. « Serais-je autorisée à rejoindre votre noblesse, comme ma mère ?» En entendant la question d'Erza, le sourire de James fut remplacé par une expression solennelle. « Bien que je sois flatté que tu souhaites rejoindre ma pairie, c'est une décision importante, Erza, » dit James d'un ton solennel. « Je te suggère de prendre un peu plus de temps pour me connaître. Tu dois déterminer si je suis un roi et y consacrer ta vie. Je serai prêt à rendre visite à la famille. Si les réponses à ces questions sont satisfaisantes, je serai prêt à l'ajouter à mon deuxième titre de noblesse. » Hochant la tête en réponse avec un sourire sur son visage, Erza regarda sa mère une fois de plus. « D'accord, maman, » dit Erza joyeusement. « Allons-y. » Ensuite, Irène emmena Erza jusqu'à l'ascenseur. Pendant ce temps, James, Léona et Venlana, qui s'accrochaient désormais à James, étaient les seuls à rester dans la pièce. « Chérie, dépêche-toi d'élever Erza à la noblesse, » dit Léona avec enthousiasme. « Ce sera tellement amusant de la taquiner plus tard. » Soupir. « Tu n'abandonnes jamais, hein ?» répondit James. « Et demain, j'irai avec toi voir la nouvelle base, » dit Léona avec encore plus d'enthousiasme. Arthur sera aussi amusant à jouer, avec sa personnalité stoïque. James et Venlana ne pouvaient que secouer la tête, se sentant désolés pour Erza et Arthur.
Chapitre 287, base de l'équipe DXD. Écart dimensionnel, base de l'équipe DXD. Le lendemain matin, les habitants du domaine d'Alavru, à l'exception de Scatash et d'Evangeline, de Dante, de Lady, d'Issei, d'Asia, d'Irina et de Jean-Chirou, se téléportèrent au milieu d'un champ herbeux. En observant les alentours, ils remarquèrent d'autres reliefs, comme des montagnes, des forêts, des rivières, etc. Juste derrière leur point de départ se trouvait un grand immeuble de 6 étages. Zut, ils ont vraiment tout donné, hein? Demanda James en scrutant les environs du regard. Ici, on peut s'entraîner au combat sur n'importe quel terrain. Il y a même un faux paysage urbain si on dézoome suffisamment. Vraiment? Demanda Issei, surpris. Ton champ de perception est plus fou que jamais, James, dit Akeno en souriant. Comment ont-ils réussi à réunir tout ça en 2 semaines? Demanda Sona en observant cet espace nouvellement créé. Evangeline a déjà répondu à cette question. Sona haussa les épaules. Ajuka Belzébuth est un tricheur. Cette formule de Kankara est injuste envers tous les autres magiciens. En effet. Tsubaki hocha la tête. C'est une compétence impressionnante. Être capable de décomposer et d'analyser des phénomènes magiques avec autant de détails est le rêve de tout magicien. Grogna Irène avec envie. Puis elle reporta son attention sur James. Alors, tu as oublié d'appeler Tatsuya et Miyuki? Non, ils ont des problèmes avec leur tante, répondit James en secouant la tête. Puis, un sourire en coin aux lèvres, il poursuivit, elle n'est pas vraiment contente que l'héritier du clan Yotsuba soit devenu un démon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Irène avec curiosité. On ira faire un tour à Tokyo quand on aura fini ici, répondit James en haussant les épaules. Je suis peut-être ta tante, mais ça ne veut pas dire que je peux retenir mon peuple contre sa volonté. Nous, ça veut dire que je viens avec toi? Demanda Irène avec curiosité. Bien sûr, répondit James en hochant la tête. Après tout, vous êtes la reine de Sapéry. Je vois, répondit Irène en regardant Erza qui parlait aux autres filles. Ne t'inquiète pas, Irène, dit James avec un doux sourire. Je ne te séparerai pas d'Erza bien longtemps. Irène ne put que soupirer en réponse. Même si elle détestait être déchiffrée si facilement, elle ne nierait jamais son désir de passer plus de temps avec sa fille. Applaudir. James applaudit bruyamment dès la fin de sa conversation avec Irène. En entendant ces applaudissements clairs et nourris, tous tournèrent également leur attention vers lui. D'accord, les gars, dit James d'une voix forte. Les autres devraient bientôt arriver, mais en attendant, vous pouvez explorer la sous-dimension comme bon vous semble. Après une brève célébration et une répartition en petits groupes, la plupart des participants se dirigèrent vers des directions différentes. James, Irène et Hélène restèrent seuls là où ils étaient arrivés. Le trio se dirigea ensuite vers le bâtiment qui servirait de bureau et de zone de loisirs à l'équipe DXD. 6 étages, hein? Demanda Irène en observant l'extérieur du bâtiment. Il y a aussi un sous-sol, corrigea Thiago. Il y a une salle de sport et une source chaude au sous-sol. Je vois, répondit Irène en hochant la tête et en souriant en apprenant qu'il y avait une source chaude au sous-sol. En entrant dans le bâtiment, le trio fut émerveillé. Ils découvrirent un espace commun entièrement meublé. Téléviseurs, jeux vidéo, billard, bar et cuisine équipés étaient visibles dès la porte d'entrée. Whist the Council et les autres satans ont vraiment tout donné pour nous réconforter, hein, dit James, l'air impressionné. Eh bien, étant donné que nous serons ceux qui protégeront les royaumes des menaces sérieuses, je suppose que cela a du sens, répondit Irène. C'est vrai, dit James en hochant la tête. Le trio commença alors à explorer le bâtiment. Ils décidèrent de descendre d'abord au sous-sol, puis de remonter. Comme James l'avait dit, il y avait une salle de sport et un grand bassin d'eau chaude, séparés par sexe, au sous-sol. Il y avait aussi une piscine à côté de la salle de sport. Cette piscine? Murmura Irène. Ouais. Dit James avec un regard vide. Bien que la piscine fût installée à côté de la salle de sport, elle était décorée pour les loisirs. La décoration était tellement extravagante qu'on ne pouvait pas en dire assez. Tout était rehaussé d'or. Il y avait aussi un toboggan, un plongeoir, des couloirs et d'autres activités récréatives dans la piscine. Continuons notre visite, dit James d'un ton fatigué. Même s'il parlait sur ce ton, James était absolument ravi lorsqu'il a vu les grilles et la ventilation installées sur le côté de la piscine. James, Irène et Hélène retournèrent ensuite au rez-de-chaussée. En explorant les lieux, ils remarquèrent qu'en plus de la salle commune, il y avait un bureau pour James et Dulio. Grâce à la magie, il y avait aussi une cave à vin derrière le bar. Eh bien, je ne me plains pas, dit Irène en regardant tous les vins chers dans la cave. Ne te saoule pas trop, dit James avec un sourire en coin. On ne sait jamais quand on sera appelé à l'action. Pour qui me prends-tu? Grimaça Irène en posant sa main gauche sur sa taille. Quelqu'un qui était tellement saoul que j'ai eu le temps de dessiner sur son visage avec un marqueur permanent, répondit James. Irène rougit aussitôt de gêne et de colère lorsque James évoqua l'incident. De son côté, Hélène était curieuse de connaître les détails de l'incident, même si elle n'avait aucune envie de le vivre. Après cela, le trio monta les escaliers jusqu'au 2e étage. À partir de là, tous les étages étaient plus ou moins identiques. Du 2e au 6e étage, un espace commun plus petit était aménagé avec une kitchenette, quelques tables de jeu et un grand écran de télévision. Ils disposaient également chacun d'un grand nombre de chambres, toutes de taille identique.
Cependant, la moitié d'entre elles étaient disposées de manière inversée. Cependant, il y avait une pièce à chaque étage, différente. À chaque étage, il y avait une pièce plus grande et plus luxueuse au bout de chaque couloir. Celle-ci était naturellement réservée aux chefs d'équipe. Lors de la première réunion, le groupe a notamment discuté de l'identité des sous-chefs, outre Dulio. Bien que James fût le commandant et Dulio le vice-commandant, il fut convenu que Vali et Tobio seraient tous deux les chefs adjoints de l'équipe, puisqu'ils dirigeaient déjà leurs propres équipes. James, Dulio, Vali et Tobio disposeraient alors de chambres individuelles au sein de la base. Quant à la 5e suite, Azazel s'inséra d'une manière ou d'une autre dans l'équipe en tant que conseiller, prétextant que la présence de Grigori était trop faible. Cet Azazel est un corbeau rusé, dit Irène avec un ricanement. Nous savons tous qu'il ne souhaite rejoindre l'équipe que pour étudier tous les engrenages sacrés de type dragon. Je sais, non, dit James en riant. Mais en même temps, personne ne contesterait ses propos. Je veux dire, un leader puissant du paradis et des enfers faisait partie de cette équipe. Et à part l'équipe /Dog, Grigori n'était pas présent dans DXD. Et l'équipe de Vali, demanda Irène. Le fils adoptif de Vali n'est-il pas Azazel? Mais Vali a trahi Grigori pendant la conférence de paix, a souligné James. Donc, techniquement, Vali est une force indépendante. C'est vrai, dit Irène. Cependant, avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, elle et James regardèrent dans la même direction. On dirait que le premier groupe est arrivé, dit James en souriant. Cependant, je ne suis pas ravi de l'arrivée de l'un de vos nouveaux venus. Sur ce, James, Irène et Hélène quittèrent la base. En approchant de leur point d'arrivée dans la sous-dimension, ils aperçurent l'équipe /Chien, Azazel et Barakiel. Et, Azazel, cria James en s'approchant des nouveaux arrivants. En entendant James crier, le groupe se tourna vers la source du cri. Bien que la plupart aient salué James d'une manière ou d'une autre, soit par un hochement de tête, soit par un signe de la main, Barakiel le regarda avec mécontentement. Voyant l'hostilité dans le regard de Barakiel, Azazel ne put que secouer la tête. Je t'en prie, Barakiel, ne le provoque pas, pensa Azazel. Tu as eu tort la dernière fois en essayant de gifler Akeno. De plus, c'était aussi ta faute de ne pas avoir essayé de la contacter pendant toutes ces années. Après tout ça, tu n'avais aucun droit d'essayer d'être père. Beau-père, pourquoi es-tu si sérieux? Demanda James avec un sourire légèrement inquiet mais amical. Tu devrais sourire plus souvent. Tu veux que je t'aide? L'instant d'après, James se tenait devant Barakiel, les pointes de 6e sens et de carnage enfoncées dans sa bouche. Cependant, dans une superbe démonstration d'habileté, les lames et les pointes des épées ne blessèrent pas Barakiel le moins du monde. Avec ça, je pourrais te faire sourire pour toujours, dit James avec un sourire amical. Qu'en penses-tu? Suite aux actions de James, l'atmosphère autour du groupe se figea. Pendant ce temps, Barakiel ne pouvait que fixer James avec effroi. Allons, James. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit Azazel en souriant. Malgré une sueur froide qui lui coulait dans le dos, si Barakiel souriait tout le temps, ça ne correspondrait pas à son image, n'est-ce pas? En réponse, James marqua une pause pour méditer sur les paroles d'Azazel. Puis, après quelques instants, il hocha la tête en signe de compréhension. James retira alors délicatement les lames de la bouche de Barakiel, sans le blesser le moins du monde. C'est vrai, dit James en matérialisant un chiffon huilé dans sa main. Puis, tout en essuyant les épées, il poursuivit avec un sourire éclatant. Mais Barakiel, si jamais tu lèves à nouveau la main sur l'une de mes femmes, même si c'est ta propre fille, sourire en permanence sera le cadet de tes soucis. Bien que Barakiel ait eu envie de se mettre en colère et d'attaquer, il hocha simplement la tête. Il savait qu'il avait tort à cause de ce qui s'était passé lors de sa dernière rencontre avec Akeno. D'ailleurs, il le regrettait depuis. Cependant, il avait laissé une si mauvaise impression à James et Akeno qu'il doutait d'avoir un jour l'occasion de s'excuser auprès de sa fille. Eh bien, beau-père, tu ne devrais pas avoir l'air si triste, dit James avant de tapoter l'épaule de Barakiel. Après tout, je t'ai préparé une grosse surprise. James se retourna alors et commença à parler à Tobio et au reste de son équipe, comme s'il ne venait pas de menacer l'un des chefs Grigori. Bien que les 5 jeunes hommes de l'équipe /Dog fussent complètement désorientés, ils parlèrent à James en harmonie. Pendant ce temps, Azazel s'approcha de Barakiel et lui tapota l'épaule. Voyez les choses comme ça, dit Azazel en souriant. Au moins, vous savez qu'il est assez fort pour protéger Akeno, n'est-ce pas? Soupir, je suppose. C'est tout ce que je peux tirer de positif de cette rencontre, dit Barakiel d'un ton déprimé. Un instant plus tard, alors que James et Irène discutaient avec l'équipe de /Dog et qu'Azazel tentait de réconforter Barakiel, un autre cercle de téléportation apparut à proximité. Lorsqu'il disparut, 7 personnes apparurent, 4 hommes et 3 femmes. Immédiatement après leur apparition, 2 des femmes, Skatash et Evangeline, s'approchèrent de James. Alors je pense que tout est réglé, dit James alors que Skatash et Evangeline s'approchaient. C'est exact, répondit Skatash. Cependant, cela a demandé plus de travail que prévu pour installer les dispositifs qui stabilisent et camouflent cet espace, a ajouté Evangeline. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de vous revoir à temps plein, dit James en souriant. Puis il tourna la tête vers les autres nouveaux venus. Sirzek, Ajuka, Sorafal, Issa, ravi de vous revoir. Tandis que Sirzek et Ajuka acquiesçaient, Sorafal fit la moue à James, les yeux rouges et humides.
Issa, quant à elle, ne put que soupirer. Puisqu'un autre chapitre de Madoka Magica était sorti aujourd'hui, James devina pourquoi ce Rafale était contrarié, même s'il décida de l'ignorer pour l'instant. Puis il regarda le dernier visiteur. « Alors tu l'as apporté ?» demanda James en souriant. « C'est vrai. » Sirzek hocha la tête. « Mais je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de ce criminel. »« Vous le saurez bien assez tôt, » dit James avec un sourire mystérieux. Puis il reporta son attention sur le criminel mentionné par Sirzek. « Alors, comment se passe la vie en prison pour vous, Yagaki et Masaomi ?» Au lieu d'attendre la réponse de Masaomi, James a libéré son énergie démoniaque, signalant à tout le monde qu'il était temps d'arrêter leur exploration. « Tu vas appeler tout le monde ?» demanda Irene. « Oui, le reste de l'équipe devrait être là dans quelques instants », répondit James avec un sourire. Quelques instants plus tard, les groupes envahis par les nobles du diable revinrent. Cependant, lorsque le groupe de Ria, composé de Ria, Akeno et Koneko, revint, ils aperçurent Barakiel, quelqu'un qu'ils auraient préféré ne pas voir. « Que fait-il ici ?» demanda Akeno d'un ton venimeux. « Calme-toi, Akeno, » dit James en apparaissant derrière Akeno et en lui enlaçant la taille. « Je l'ai invité ici. »« Pourquoi as-tu » commença à demander Akeno avant d'être interrompu par un autre cercle magique de téléportation. Lorsque le nouveau cercle magique disparut, l'équipe Vali apparut. Cependant, 3 autres personnes arrivèrent avec elle. Ces 3 personnes figèrent d'incrédulité 4 des personnes présentes. Puis, les 3 arrivants inattendus poussèrent des cris de joie aux 4 personnes stupéfaites. Sifflé. Masaomi. Akeno. Barakiel. Chapitre 288, réunis. Écart dimensionnel, base de l'équipe DXD. Prou. Une belle femme, qui avait tous les plus beaux traits des vampires et des humains, avec des cheveux blonds courts et des yeux rouges, vêtue d'une robe blanche et de sandales, hurla en courant vers le dampire androgyne. Masaomi, cria une autre belle femme aux cheveux et aux yeux gris, vêtue d'un chemisier bleu clair, d'une jupe noire et de chaussures noires, debout sur place, les mains couvrant sa bouche. Akeno. Barakiel, cria une 3e jolie femme aux longs cheveux noirs attachés en queue de cheval et aux yeux marron clair, vêtue d'un kimono blanc. Puis, comme la première femme, elle courut vers les 2 qu'elle appela par leur nom. Valeria, s'exclama Gaspé, choqué, avant d'être plaquée au sol par la blonde surexcitée, Valérie Tep. Valérie Tep était l'ancienne chef de la faction Tep. Elle est la détentrice du Longinu, le Graal de Séphiroth, et le Dampire que Vali et son équipe ont sauvé de Roumanie après avoir rencontré Rizvim et les dragons maléfiques. Gaspé, je suis si heureuse de te revoir, dit Valérie avec enthousiasme en frottant sa joue contre celle de Gaspé, allongés l'un contre l'autre par terre. Maintenant, on peut à nouveau jouer à se déguiser. Bien qu'il soit confus, Gaspé sourit joyeusement et serra Valérie dans ses bras avec la même affection. Alors, c'est à cause d'elle qu'il a fini comme ça, murmura Jimas en observant l'interaction entre Gaspé et Valérie. Pendant ce temps, Masaomi, après avoir entendu son nom, sortit de sa torpeur. Bien qu'il ait eu envie de courir serrer dans ses bras la femme aux cheveux gris qu'il appelait, il savait qu'en tant que prisonnier, il n'avait aucune marge de manœuvre pour le faire. « Tu peux y aller, Yagaki Masaomi, » dit Ajuka d'un ton impassible. « Après tout, c'est pour ça qu'ils t'ont amené ici. » Masaomi tourna la tête vers Ajuka, surpris d'entendre ces paroles. Puis, sincèrement, il baissa la tête. « Merci, Seigneur Belzébuth, » dit Masaomi, les larmes commençant à couler sur son visage. « Tu devrais plutôt remercier le Seigneur Sataniel, » dit calmement Ajuka. « C'est grâce à lui que tout cela est arrivé. »« Oui, je le ferai, » dit Masaomi en relevant la tête. Un instant plus tard, Masaomi regarda James, qui serrait toujours Akeno dans ses bras, et hocha la tête avec gratitude. Puis il courut vers la femme disparue depuis sa résurrection. « Cléria » cria Masaomi en courant. Arrivée à la hauteur de Cléria Bélial, la femme aux cheveux gris, Masaomi l'entoura aussitôt de ses bras, la souleva du sol et la fit pivoter sur elle-même. Pendant tout ce temps, il souriait et versait des larmes de joie. Comme mentionné précédemment, Masaomi et Cléria furent séparés par la mort pour le bien de leurs organisations respectives, le Conseil du Diable et l'Église, car leur relation était considérée comme interdite. Mais maintenant, puisque les 2 organisations formaient une alliance et avaient été ressuscitées, leur union ne devrait poser aucun problème. Pendant ce temps, Akeno et Barakiel étaient eux aussi stupéfaits et inactifs. Cependant, cela n'empêcha pas la belle femme d'approcher. Alors qu'elle approchait, James lâcha les bras d'Akeno et la poussa doucement vers la femme qui s'approchait, les larmes aux yeux. La femme âgée aux cheveux noirs, Imjima Shuri, n'hésita pas et s'approcha pour serrer Akeno dans ses bras. Puis, elle sourit et pleura simultanément. Au même moment, sentant l'étreinte chaleureuse de sa mère, Akeno se mit à pleurer à son tour. Elle la serra alors dans ses bras. Tandis que mère et fille s'étreignaient et versaient des larmes, Barakiel resta immobile, l'incrédulité au fond de ses yeux. Un instant plus tard, James s'approcha et lui tapota l'épaule. « Même si je ne suis toujours pas satisfait de ce que tu as essayé de faire à Akeno à l'époque, je pense qu'il serait préférable que tu les rejoignes plutôt que de rester planté là, beau-père, » dit James en souriant. Barakiel lança un regard perplexe à James. Puis, d'un pas hésitant, il s'avança vers sa femme et sa fille. Sans trop réfléchir, il les serra dans ses bras lorsqu'il fut suffisamment prêt.
Bien qu'Akeno se débattît en réalisant que Barakiel la serrait dans ses bras, son étreinte ne se relâcha pas, tandis que des larmes coulaient sur son visage sévère. « En fait, je suis surpris que tu lui aies remonté le moral comme ça, » dit Azazel avec son habituel sourire narquois. Puis il donna quelques coups de coude dans les côtes de James et poursuivit, « Tu essaies de marquer des points auprès de la belle-mère ?» En réponse, James secoua doucement la tête. Puis, il reporta son attention sur la dernière réunion du jour. Après que Valérie, Cléria et Shuri se soient réunies avec les personnes qu'elles souhaitaient voir, Hélène s'avança et s'approcha calmement de l'équipe Vali. Au début, personne ne remarqua son approche. Mais lorsqu'ils la remarquèrent, tous les membres de l'équipe Vali la regardèrent avec curiosité. Autrement dit, Arthur et la fée la remarquèrent également. « Jeune maître, jeune demoiselle, c'est bon de voir que vous allez bien tous les deux, » dit Hélène en s'approchant d'Arthur et de Lefay. « Hélène » murmura Arthur, hébété, en regardant Hélène. « Grande sœur Hélène » dit joyeusement la fée en s'approchant également d'Hélène. Quand Hélène et Lefay furent suffisamment proches, Lefay serra Hélène dans ses bras sans hésitation. Puis, le sourire aux lèvres, elle prit la main d'Hélène et l'attira vers Arthur. « Grand frère, Hélène est là » s'exclama joyeusement la fée. « Pourquoi » murmura Arthur, confus, sans quitter Hélène des yeux. « Ton père, Seigneur Uther, a demandé à Seigneur Sataniel de m'amener ici pour que je puisse le rencontrer, » répondit Hélène avec élégance. « J'ai pour mission de subvenir à tes besoins quotidiens et de veiller à ton bien-être et à celui de ta sœur. » Arthur fut stupéfait d'entendre ce qu'Hélène avait à dire. « Père, est-ce lui qui l'a fait » demanda Arthur, hébété. « Oui. » Hélène hocha la tête. « Dès que le Seigneur Sataniel t'a informé que tu ne faisais plus partie de la brigade du chaos, il m'a confié cette mission. » Bien que la fée fût heureuse d'avoir Hélène avec eux, Arthur ne savait pas quoi dire en réponse à la nouvelle. Cependant, il n'eut pas le temps d'y réfléchir car il fut interrompu par une autre voix qu'il connaissait depuis son séjour au château de Pendragon. « Arthur » cria Erza. « Alors, tu es vraiment venu. Bon, maintenant tu ne peux plus t'enfuir. Je te provoque en duel. » Avant qu'Arthur ne puisse répondre au défi d'Erza, Irène frappa Erza sur le dessus de la tête. « La maison Pendragon ne t'a rien appris sur le tact » demanda Irène avec irritation. « On dirait que je dois retourner au pays de Galles et avoir une longue conversation avec Uther. »« Maman, pourquoi as-tu fait ça » demanda Erza en posant ses mains sur l'endroit où elle s'était coupée. « Tu ne vois pas que ce n'est pas le moment de se lancer des défis » demanda Irène d'un ton exaspéré. « Comment te sentirais-tu si on était interrompu comme ça quand on se reverrait » Erza comprit immédiatement sa folie. Puis elle baissa la tête vers Arthur, la fée et Hélène. « Veuillez accepter mes excuses pour mon erreur » dit Erza sincèrement. « Si vous le souhaitez, vous pouvez me considérer comme une récompense. » Immédiatement, Irène, Arthur, la fée et Hélène soupirèrent à l'unisson. « Grande sœur Erza, c'est bon de voir que tu n'as pas changé » dit la fée avec un sourire ironique. « Frappez !» Avant que quiconque puisse commenter les actions d'Erza, une claque retentit dans la salle. Lorsque tous regardèrent vers la source du bruit, ils aperçurent Barakiel debout devant Akeno en pleurs et Shuri furieuse. « Alors, non seulement tu n'as pas essayé d'aider Akeno après ma mort, mais tu as aussi levé la main pour la frapper alors que tu avais clairement tort, » dit Shuri avec la férocité d'une lionne protégeant ses petits. « Il semblerait que nous devions parler de ce que signifie être parent, Barakiel. » Shuri s'approcha alors de Barakiel et le saisit par l'oreille comme s'il était un enfant désobéissant. Elle regarda ensuite James et Azazel. « Y a-t-il un endroit privé où nous pourrions discuter » demanda Shuri avec un regard intense. James et Azazel échangèrent un regard. Puis, après avoir échangé quelques instants par le regard, ils hochèrent la tête. James claqua alors des doigts, faisant apparaître un cercle magique de téléportation sous Shuri et Barakiel. Un instant plus tard, ils disparurent tous deux avec le cercle magique. Un instant plus tard, Akeno était réconforté par la noblesse de Ria. Pendant ce temps, Azazel regardait James avec curiosité. « Alors, où les as-tu envoyés » demanda Azazel. « Eh bien, il y a 5 suites parentales sur la base » dit James en désignant le bâtiment de la base par-dessus son épaule. « Et chacune est réservée à l'un des 4 chefs et à notre conseiller, vous. » Tandis qu'il parlait, Azazel sentait qu'il n'aimait pas la direction que prenait James. « Je les ai donc envoyés dans l'une de ces suites parentales » continua James. « Et puisque Barakiel est avec toi, j'ai simplement décidé que cette chambre, celle du 5e étage, serait la tienne. » En entendant cela, le visage d'Azazel pâlit. Puis il saisit James par le cou. « Bon sang, James » cria Azazel. « Tu as une idée de ce que ces deux-là vont finir par faire ?»« Bien sûr. »« Oui, bien sûr » répondit James. « Akeno m'a parlé des préférences de ses parents. »« Tu ne le sais pas. »« Comment aurais-je pu, hein ?» continua Azazel avant de comprendre ce que James avait dit. « Si tu le savais, pourquoi les as-tu envoyés dans ma chambre ?»« Parce que ça va sûrement mal tourner là-bas » dit James nonchalamment en retirant les mains d'Azazel de son cou. « Et c'est probablement toi qui aimes le plus ça. » Azazel voulait exprimer son désaccord. Cependant, lui et tous ceux qui le connaissaient bien savaient que ce serait le mensonge du siècle. Il se contenta donc de regarder James. « Je me demande quelle lumière noire apparaîtra dans cette pièce une fois qu'ils auront terminé, » dit James avec un sourire malicieux sur son visage. « Je te déteste, » dit doucement Azazel. « Oh, je t'aime aussi, Azazel, » dit James avec un sourire éclatant.
Tu as toujours été mon professeur préféré. Tout. Deuxième professeur préféré de l'école. Avant que James ait pu finir de se moquer d'Azazel, il sentit un regard intense se poser sur lui. Sans même y penser, il sut que c'était celui de Scatash. Il ne pouvait qu'imaginer l'enfer qu'il traverserait à l'entraînement s'il finissait cette phrase. Dès lors, Scatash n'accepterait plus d'être le professeur préféré de son homme. Au fait, pourquoi ceux qui sont au paradis sont-ils toujours en retard? Demanda James, essayant de changer de sujet. Je suis sûr que Dulio s'est encore laissé distraire, non? HMPH. Tu me provoques, mais tu as peur de ta propre femme, hein? Dit Azazel avec dédain. Immédiatement, le regard réprimandeur de Scatash passa de James à Azazel, faisant frissonner de manière incontrôlable l'ancien gouverneur général et faisant rire doucement James. Heureusement, avant que Scatash ne puisse attaquer Azazel pour son commentaire, un autre cercle de téléportation apparut à proximité. Lorsqu'il disparut, les silhouettes de Michael, Gabriel, Dulio et Griselda apparurent à sa place. Désolé, nous sommes en retard, dit Michael en inclinant poliment la tête. Oui, en parcourant le monde des humains, je me suis arrêté pour aider des enfants orphelins. Ensuite, je t'ai offert un bon repas, dit Dulio en souriant. Ça m'a pris plus de temps que prévu. PFFF. Si ce type ne faisait pas quelque chose de vraiment bien, j'aurais envie de lui mettre une claque, dit James d'un ton fatigué. Puis, d'un ton beaucoup plus joyeux, il s'adressa à la foule. Bon, avant d'explorer les zones d'entraînement, pourquoi ne pas se familiariser avec la base? On devrait aussi attribuer des chambres. Tout le monde approuva la suggestion de James. Cependant, avant qu'ils puissent tous se diriger vers la base, ils furent arrêtés par Vali qui cria sur James. Après ça, on se battra, James, dit Vali avec assurance en regardant James, les yeux ardents. Et cette fois, je gagnerai. Peut-être plus tard, dit James, rejetant avec dédain la provocation de Vali. Après la distribution des chambres, je dois aller trouver 2 de mes pairs. Mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez la correction que vous avez demandée à mon retour. Sur ce, les membres de DXD et les supérieurs des diables et des anges entrèrent dans la base et commencèrent à attribuer les chambres. Finalement, James prit la chambre principale au 2e étage, et la plupart des diables obtinrent des chambres au 2e et 3e étage. Les autres furent répartis entre les 4e et 5e étages. Dulio a finalement eu la chambre principale au 3e étage, et la chambre de Griselda était la plus proche de celle de Dulio. Vali avait la suite principale au 4e étage, tandis que Tobio avait la suite au 6e. Pendant ce temps, toutes leurs équipes avaient choisi des appartements au même étage que leur chef. Chapitre 289, visite au clan Yotsuba. Le clan Yotsuba, l'une des 10 familles magiques les plus puissantes du Japon, sans compter les 5 clans majeurs, est l'un des clans les plus secrets de la communauté magique. Hormis le chef du clan et quelques membres notables, personne ne sait grand-chose des autres membres. Personne ne connaît vos recherches magiques préférées. En raison des nombreux secrets du clan, nombreux sont ceux qui s'efforcent de les découvrir. Cependant, au fil des ans, personne n'y est parvenu. Malheureusement, de nombreux clans et organisations ont perdu nombre de leurs meilleurs employés. Et, naturellement, cela a conduit à la formation de nombreuses querelles contre le clan Yotsuba. Puis, il y a plus de 30 ans, dans le but de paralyser la génération suivante du clan Yotsuba, l'héritière du trône de famille de l'époque, une jeune fille de 12 ans, fut kidnappée par une organisation étrangère. Lors de cet enlèvement, elle fut non seulement soumise à des tortures inhumaines, mais aussi condamnée. Lorsqu'elle fut secourue, au prix de la vie de son père, l'ancien chef du clan Yotsuba, cette jeune femme, Yotsuba Maya, était incapable d'avoir des enfants. Dès lors, il fut décidé que les futurs héritiers du clan Yotsuba grandiraient sous un nom de famille différent. À cette génération, le nom choisi fut Shiba. Et le nom de l'héritier fut Miyuki. Miyuki, la plus jeune évêque de James, est la fille de la sœur jumelle aînée et décédée de l'actuel chef du clan Yotsuba, Yotsuba Maya, Shiba, anciennement Yotsuba, Miya. Après avoir pris la peine de garder secrète l'identité de son héritier pendant plus de 16 ans, Yotsuba Maya n'était pas ravi d'apprendre que Miyuki avait abandonné son humanité pour devenir un démon. Cependant, la perte de Tatsuya ne la dérangeait pas, d'autant plus qu'elle le craignait comme une arme incontrôlable. Grâce à la magie unique de Miya, Tatsuya perdit la plupart de ses émotions grâce à la mère de Tatsuya et de Miyuki. Sans entrer dans les détails, les zones cérébrales responsables des réactions émotionnelles de Tatsuya furent converties en espace libre pour des calculs magiques. Il perdit alors la capacité de ressentir des émotions fortes, ne conservant qu'un profond désir de protéger Miyuki. En résumé, Tatsuya était une arme à double tranchant pour le clan Yotsuba. Avec sa magie exceptionnellement puissante, ses pouvoirs de désintégration et de régénération, et sa capacité à retourner son épée contre quiconque considérait une menace pour la sécurité de Miyuki, il était sans doute encore plus impossible à contrôler complètement. Quoi qu'il en soit, après avoir découvert que Tatsuya et Miyuki s'étaient réincarnés en démons, Maya les a arrêtés et toutes les ressources du clan Yotsuba ont été transférées pour trouver un moyen de les ramener à la normale. Monde humain, Japon, Tokyo. Alors que James et les autres attribuaient des chambres dans la base de l'équipe DXD, Yotsuba Maya, une femme de 45 ans qui n'en paraissait pas plus de 30, pleine de charme féminin et d'élégance, avec des cheveux noirs et des traits du visage qui ressemblaient beaucoup à ceux de Miyuki, était assise dans ses quartiers privés au complexe Yotsuba Clam. PFFF. Ces enfants ont vraiment causé beaucoup de problèmes cette fois-ci,
dit Maya, encore exaspérée par le coup monté de sa nièce et de son neveu. Ayama, y a-t-il eu des progrès? Malheureusement, il n'y en avait pas, rapporta Ayama, le majordome en chef de Maya, alors qu'il entrait dans la pièce portant un plateau avec une théière et une tasse de thé dessus. Cette fille l'a fait uniquement parce que son frère l'a fait, dit Maya, exaspérée. C'est plus compliqué que ça n'en vaut la peine. À ce moment-là, Ayama s'approcha de Maya et plaça la tasse devant elle avant de verser le contenu de la théière dans la tasse. Maya prit alors élégamment la tasse de thé et huma l'arôme. Une fois satisfaite, elle prit une gorgée. Soupir. Et on découvre à quelle noblesse diabolique ils ont adhéré, demanda Maya en posant sa tasse de thé sur la table. Non, aucun d'entre eux n'a révélé le nom de leur roi, dit Ayama respectueusement. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, demanda Maya, irritée. Bien que je ne sois pas sûre que ce soit une bonne nouvelle, les frères ont dit quelque chose à propos de leur roi, dit Ayama sur le même ton. Pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression que je n'ai pas envie d'entendre cette nouvelle, dit Maya après avoir bu une autre gorgée de thé. Puis elle tendit sa tasse pour la remplir à nouveau. Eh bien, dis-moi. Ils ont tous les deux dit la même chose, dit Ayama en versant une autre tasse de thé à Maya. Ils ont dit que leur roi arriverait aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas venus hier. Après qu'Ayama eut fini de rapporter les propos des frères Shiba et servi la deuxième tasse de thé à Maya, le silence se fit tandis que Maya prenait une gorgée. Maya continua ensuite à boire. Après avoir vidé sa tasse, elle la reposa. Cela va être une longue nuit, dit Maya, réalisant que celui qui était capable de réincarner Tatsuya était probablement plus fort qu'elle. Un instant plus tard, une présence imposante envahit tout le complexe de Yotsuba. La pression qu'elle exsudait suffisait à mettre à genoux presque instantanément les personnes les plus faibles et les plus rancunières. Pendant ce temps, les plus forts sentaient leur respiration devenir plus difficile et commençaient à transpirer de façon incontrôlable. Soupir. Je veux prendre ma retraite, dit Maya en secouant la tête. Bonsoir, clan Yotsuba, lança une voix masculine, comme si elle avait été prononcée devant tout le monde. Je suis venue vous remercier d'avoir si bien pris soin de mon nouveau pion et de mon bouffou ces derniers jours. J'ai hâte de prendre ma retraite, dit Maya après que cette voix eut résonné dans tout le complexe. Elle regarda ensuite Ayama et poursuivit, Ayama, va accueillir notre invité. Conduis aussi Tatsuya et Miyuki à la salle de réception principale. Comme vous le souhaitez, Maya-sama, dit Ayama en s'inclinant poliment. Puis il quitta la pièce pour accomplir les tâches qui lui étaient nouvellement assignées. Il y a quelques minutes, devant le complexe Yotsuba, un cercle magique de téléportation est apparu. Lorsqu'il a disparu, 3 silhouettes sont apparues à sa place, James, Irene et Sorafal. Jae-kun, pourquoi m'as-tu emmené avec toi, demanda Sorafal, perplexe. Je ne connais même pas ton pion et ton kfu. Parce que je pense que quelqu'un qui a vécu ici ferait un méchant parfait pour votre série, répondit James avec un sourire. En entendant cela, les yeux de Sorafal s'illuminèrent aussitôt. Puis elle attrapa James par le bras gauche et commença à le balancer comme un enfant excité, mais avec beaucoup plus de force. Vraiment, s'exclama Sorafal avec enthousiasme. Allez, viens. Je dois les rencontrer. Attends, c'est un homme ou une femme? Si je te disais ça, ça gâcherait la surprise, dit James avec un sourire. Jae-kun, tu es si mesquin, dit Sorafal en faisant la moue. Aussi drôle que cela puisse paraître, je ne pense pas que ces gardes nous laisseront entrer si nous franchissons les portes, dit Irene tandis que Sorafal continuait de harceler James. James rit. Puis il fit un pas en avant. À l'atterrissage, il déploya son énergie démoniaque, la répandant dans tout le complexe et l'utilisant pour mettre sous pression tous les occupants. Bonsoir, clan Yotsuba, dit James, laissant sa voix traverser son énergie démoniaque pour que tout le monde dans l'enceinte puisse l'entendre clairement. Je suis venu vous remercier d'avoir si bien pris soin de mon nouveau pion et de mon bouffou ces derniers jours. Sur ce, James s'avança vers la porte principale du complexe. Naturellement, Irene et Sorafal le suivirent, tandis que Sorafal continuait de le harceler à propos du dernier sujet de discussion. Puis, dès qu'ils arrivèrent devant la porte, celle-ci s'ouvrit et un vieil homme déguisé en majordome les accueillit. Lorsque le vieux majordome, Ayama, vit qui se tenait de l'autre côté de la porte lorsqu'il l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Puis il s'inclina poliment. Seigneur Sataniel et Dame Léviathan, le clan Yotsuba a l'honneur de vous accueillir ce soir, dit Ayama avec respect. Si vous me suivez, je vous conduirai là où Maya et Miyuki vous attendent. Appelle-moi Léviathan, dit Sorafal en souriant. Remarquant que Tatsuya n'était pas mentionné, James haussa un sourcil. Cependant, il haussa bientôt les épaules. Il échangea ensuite un regard avec Irene et suivit Ayama en entrant dans le complexe. Pendant ce temps, Sorafal fit la moue, sa demande d'être appelé Léviathan étant ignorée. Elle suivit néanmoins Ayama avec James. Alors que Ayama conduisait les visiteurs à travers le complexe vers la salle de réception principale, les membres du clan Yotsuba qui les voyaient en chemin regardaient les 3 démons avec curiosité et peur. Après quelques minutes, Ayama conduisit le groupe de 3 personnes vers la salle de réception désignée par Maya. Il frappa ensuite 2 fois avant d'annoncer sa présence. Maya-sama, je suis arrivé avec les invités, dit Ayama avec respect. Entrez, répondit Maya de l'autre côté de la porte. Sur ce, Ayama ouvrit la porte. Puis, il fit signe à James, Irene et Sorafal d'entrer. Après leur entrée, Ayama entra à son tour,
fermant la porte derrière lui avant de servir le thé aux invités. Au même moment, lorsque James, Irene et Sœur entrèrent dans la pièce, ils virent Maya, Tatsuya et Miyuki se lever pour les accueillir. À en juger par son expression, Maya était clairement tendue en voyant qui était venu secourir sa nièce et son neveu. Malheureusement, elle ignorait lequel des trois était le roi de Tatsuya et Miyuki. Tandis que James et Irene souriaient à Tatsuya et Miyuki, les yeux de Sœur étaient rivés sur Maya depuis son entrée dans la pièce. Et plus elle regardait, plus elle appréciait ce qu'elle voyait. Lady Lev, commença Maya, avec l'intention de saluer correctement ses invités, cependant. Jae-kun, s'exclama joyeusement Sœur. Puis, elle serra James dans ses bras avec enthousiasme avant de poursuivre. Tu avais raison, elle est parfaite. Elle serait tout ce que je pouvais espérer dans ce rôle. En entendant cette explosion, Irene, Tatsuya et Miyuki ressentirent une impression de déjà-vu. Au même moment, Maya et Ayama, qui ne le laissaient pas paraître, étaient complètement déconcertés par l'exclamation de Sœur. James, quant à lui, s'attendait à une telle réaction de la part de Sœur. Puis, après avoir serré James dans ses bras pendant quelques secondes, Sœur s'est approché de Maya et lui a pris les mains, déroutant encore plus Maya. Tu es Yotsuba Maya, n'est-ce pas demanda Sœur, les yeux pleins d'étoiles. Ouais, répondit Maya, complètement à contre-courant. Bien, dit Sœur avec un hochement de tête et un sourire. Vous pouvez m'appeler Léviathan. Maintenant que les présentations sont terminées, aimeriez-vous? Non, s'il vous plaît, rejoindre ma noblesse? Vous êtes parfait pour le rôle que j'envisage. Je suppose que vous parlez d'occuper l'une de ces pièces de noblesse, celle de l'évêque, n'est-ce pas demanda Maya, un peu déconcertée par la façon dont Sœur avait formulé sa dernière déclaration. Non, ce n'est rien d'important, dit Sœur en secouant la tête de gauche à droite, obligeant ses couettes à suivre ses mouvements. Je veux que tu sois l'antagoniste principal de mon spectacle de Magical Girl. L'expression confuse de Maya s'accentua instantanément. Elle n'avait visiblement aucune idée de ce dont parlait Sœur. Même si elle savait ce qu'était une Magical Girl, elle ne s'attendait pas à être choisie comme antagoniste principale d'une émission pour enfants. Je suis désolée, dit Maya en libérant sa main droite de l'emprise de Sœur avant de se frotter les tempes. Pourriez-vous répéter? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je veux que tu rejoignes le casting de mon spectacle de filles magiques, Magical Girl, Léviathan, dit Sœur avec enthousiasme. Avant qu'il ne puisse en dire plus, James éloigna Sœur de Maya, qui n'avait aucune idée de comment réagir à cette demande. Je pense que tu devrais me laisser t'expliquer, dit James en asseyant Sœur sur le canapé en face de Maya. Tu la submerges avec ton enthousiasme. Bien que Sœur ait boudé lorsqu'elle fut séparée de Maya, elle écouta la suggestion de James. Cependant, le regard brûlant qu'elle lançait à Maya ne changea pas du tout. Bonsoir, Yotsuba Maya, dit James en souriant après avoir installé Sœur sur le canapé et s'être tourné vers Maya. Je suis James Sataniel, et voici ma reine, Irene Belserion. Tatsuya et Miyuki sont membres de ma noblesse. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'apprécie que tu aies pris soin de ces derniers jours. Bien que James souriait, Maya fit clairement comprendre qu'il n'appréciait pas qu'elle ait retenu deux membres de sa noblesse contre leur gré. De plus, en raison de l'énorme différence de pouvoir, le comportement habituellement féroce de Maya était invisible. Bref, on verra ça plus tard, dit James en gardant le sourire. Commençons par le Sœur. Maya hocha la tête et James s'assit sur le canapé à côté de Sœur. Maya fit de même. Après cela, Irene fit signe à Tatsuya et Miyuki de se tenir à ses côtés, derrière James et Sœur. Ayama plaça ensuite une tasse de thé devant James, Sœur et Maya avant de se placer derrière Maya. Tout le monde attendit que James parle en buvant une gorgée de thé devant lui. Bon thé, dit James, bien qu'il ne s'y connaisse pas beaucoup en thé. Mais il aimait le goût. Puis, après avoir posé la tasse, il regarda Maya et reprit la parole. Sœur veut vraiment que tu rejoignes sa noblesse et que tu joues un rôle dans son spectacle de Magical Girl. Bien sûr, cela ne dissipa pas la confusion de Maya. Heureusement, James n'avait pas encore terminé. Mais ce n'est pas le plus important, dit James en souriant. Yotsuba Maya, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et après avoir appris ton passé, même moi, j'ai ressenti une rage meurtrière face à ce qu'on t'a fait. Maya réagit à peine aux paroles de James. Comme Tatsuya, la sœur de Maya, la mère de Tatsuya et Miyuki utilisa sa magie unique sur Maya, transformant ses souvenirs de cette époque en données, les séparant de ses réactions émotionnelles. Mais si vous devenez membre de la noblesse de Sœur, il y a une forte probabilité que les dommages causés à votre utérus soient guéris pendant le processus de réincarnation. Contrairement à James qui évoquait la période la plus sombre de sa vie, Maya a réagi à la possibilité de guérir son utérus. En tant que femme, même si elle n'avait personne avec qui elle souhaitait avoir des enfants, il y a une grande différence entre cela et ne pas pouvoir en avoir. C'est vrai, demanda Maya, les yeux écarquillés. C'est tout. James hocha la tête. Mais il y a un risque d'échec. Il faut donc en tenir compte. Avec une expression sérieuse sur son beau visage, Maya se leva du canapé. Puis elle se dirigea vers la porte de la salle de réception. Ayama, viens ici, dit Maya d'un ton sérieux. Nous avons du travail. Comme tu veux, Maya-sama, dit Ayama en s'inclinant. Seigneur Sataniel, Dame Léviathan, veuillez m'excuser.
Je serai de retour dans quelques heures, dit Maya avant de quitter la pièce. Faites comme chez vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à sonner à la table. Après avoir pointé du doigt la sonnette mentionnée, Maya sortit précipitamment de la pièce, suivie par Ayama. 1h30 plus tard, le clan Yotsuba avait un nouveau chef, et ce rafale avait un nouveau fou et un nouveau pion. Chapitre 290, la première noblesse de James contre l'équipe Valii. Écart dimensionnel, base de l'équipe DXD. Après le retour de Yotsuba Maya à la salle de réception avec Ayama, tous deux furent rapidement admis à la noblesse de ce rafale. Ce rafale fut naturellement surprise qu'Ayama veuille également participer. Cependant, à bien y réfléchir, ce n'était pas si surprenant. Ayama était le majordome personnel de Maya depuis des décennies, il avait donc l'habitude de la suivre partout. La suivre pour se réincarner en diable n'était donc pas une décision difficile pour lui. Une fois le processus de réincarnation terminé, James téléporta le groupe de cette personne à la base de l'équipe DXD. À leur arrivée, ils se trouvèrent à l'endroit même où James et son groupe étaient apparus dans la sous-dimension. À leur grande surprise, cependant, ils sentirent une forte intensité de combat envahir la zone. Il y a un combat ? Demanda Irene après avoir senti l'intention de se battre. Avant de répondre, James termina d'examiner la zone avec sa perception. Puis il ouvrit les yeux et sourit. Oui, Dante et Vergil se battent, dit James. Mais comme je ne sens aucune intention meurtrière, ils se battent probablement simplement. Voyons voir. James se dirigea alors vers la source de l'intention de combat, et le reste du groupe l'imita. Tandis qu'Irene et Serafan marchaient simplement à côté de James, Tatsuya, Miyuki, Maya et Ayama, qui visitaient cet endroit pour la première fois, observaient les alentours avec curiosité. C'est un travail impressionnant, murmura Tatsuya en regardant autour de lui, sa vision élémentaire activée. Oui, répondit Miyuki en regardant autour d'elle avec curiosité. Mais je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose comme ça aussi, Onisama. Non, j'en doute, Miyuki, dit Tatsuya en secouant doucement la tête. Bien que je connaisse de nombreux types de magie, je n'en maîtrise aucun suffisamment pour faire une chose pareille. Tandis que Tatsuya et Miyuki discutaient de la possibilité pour Tatsuya de créer un tel espace, Maya et Ayama observaient simplement les alentours avec stupéfaction. Cependant, avant qu'ils puissent commenter ce qu'ils voyaient, un bruit de métal s'entrechoquant résonna dans la pièce. Cliquetis. Tandis qu'ils regardaient vers le bruit, Dante et Vergil, tous deux en état de déclencheur du diable, les ailes déployées, échangeaient des coups d'épée à grande vitesse dans les airs. En 3 secondes, plusieurs centaines d'attaques furent bloquées, parées ou esquivées avant que les jumeaux ne se séparent. Dante sortit alors son pistolet argenté, ivory, et commença à tirer sur Vergil, qui coupa chaque balle en 200 efforts. Sifflé. Ils sont tous les deux devenus bien plus rapides depuis la dernière fois que je les ai vus se battre, dit James d'un air impressionné. Et il semblerait que Vergil ait lui aussi atteint le niveau de dieu inférieur. L'entraînement de Chiron n'est pas à prendre à la légère non plus. Quel âge ont ces enfants ? Demanda Maya après avoir vu 2 jeunes hommes qui semblaient plus talentueux que son neveu, qu'elle craignait comme un monstre. 22 ans, répondit James, hésitant. Quand on s'est rencontrés, j'avais 16 ans et Dante 19. Et j'aurai 19 ans dans moins de 2 mois. Alors oui, 22 ans. Maya ne pouvait que les contempler. Elle était la mage la plus talentueuse de sa génération. À 22 ans, elle était sur le point d'atteindre le rang ultime. Puis vinrent sa nièce et son neveu, encore plus talentueux. Cependant, rencontrer 2 jeunes hommes qui atteignaient déjà le rang de dieu mineur à 22 ans la stupéfia. Si ce n'est pas trop impoli, puis-je vous demander qui sont ces types ? Demanda respectueusement Ayama. Oh, ce sont les enfants du traître le plus infâme des enfers, Sparda, dit joyeusement ce rafale. Une épée ? Demanda Maya, les yeux écarquillés. Le général le plus puissant du Lucifer originel ? Et, Ce rafale hocha joyeusement la tête. Alors que le groupe de 7 s'approchait du groupe plus nombreux, Dante mit fin à son déluge de balles. Puis, il rengaina son pistolet et s'avança. Au même moment, Vergil pivota sur lui-même, son épée tendue. À l'issue de sa rotation, une vague se propagea le long de la trajectoire de l'épée, laissant une ligne noire dans l'air. Dante baissa rapidement l'altitude. Un instant plus tard, la vague lancée par Vergil passa au-dessus de sa tête. En levant les yeux, Dante vit les couleurs changeantes de la faille dimensionnelle. C'est quoi ce bordel, Virgile ? Hurla Dante. Ce n'est qu'une bagarre. On ne gaspille pas d'argent à essayer de s'entretuer. Pourquoi es-tu si en colère, mon frère ? Répondit Vergil sans changer d'expression. J'étais persuadé que toi, mon petit frère, tu parviendrais à esquiver ce coup, qui pourrait même fendre l'espace. Et si tu n'y parvenais pas, cela prouverait simplement que tu n'es pas digne de faire partie de cette équipe. Stupide, murmura Dante en glissant dans les airs, épée dégainée. Virgile prépara ses défenses à l'approche de Dante. Il fit alors un mouvement brusque avec la pointe de son épée, la projetant juste à droite de son épaule droite. Cependant, Dante retira son épée et avança rapidement. Parallèlement, Virgile esquiva les coups qu'il pouvait éviter et redirigea ceux qu'il ne pouvait pas. L'escrime de Vergil s'est énormément amélioré au cours des 3 dernières années, a déclaré James, observant et essayant d'absorber autant que possible la démonstration de compétences de Vergil. Avoir Arthur comme partenaire d'entraînement a considérablement amélioré votre maîtrise de l'épée, a déclaré Chiron en s'approchant du groupe de nouveaux arrivants.
Lorsque James et le groupe avec lequel il est arrivé ont entendu la voix de Chiron, ils ont vu un groupe de 6 personnes marcher vers eux. Chiron, qui venait de finir de parler, Skatash, Sirzek, Ajuka, Azazel et Issa marchèrent ensemble tout en regardant le combat en cours. Je m'en doutais, répondit James avec un sourire. D'après Uther Pendragon, Arthur est encore plus doué à l'épée qu'avant. Tu es vraiment arrivé juste à temps, dit Skatash d'un ton neutre. Que signifie, répondit James en haussant un sourcil. Puisque Vali voulait tellement te combattre, c'est devenu un duel d'équipe, répondit Chiron à la place de Skatash. Il y a 2 matchs en cours. Oh, Ayam et Souhait se battent aussi, hein, dit James, se souvenant qu'ils avaient tous deux été discrets lorsqu'il avait scruté la zone plus tôt. C'est exact. Chiron hocha la tête avec un sourire calme. Le combat opposera l'équipe Vali à leur premier noble. Tu sais déjà que Dante et Vergile, ainsi qu'Ayam et Souhait, forment un duo. Les autres combats opposeront Kuroka à Shuna, Biku à Mizor, Arthur à Sehushulin, et enfin, Vali à toi. Je vois. James hocha la tête. Je ne veux pas minimiser tes talents d'entraîneur de l'héros, Chiron, mais j'espère que ton équipe sera prête à encaisser les coups. Naturellement, Skatash était d'accord avec les paroles de James tandis que Chiron gardait son sourire calme. On verra bien, répondit Chiron, sans pour autant approuver ni nier la déclaration de James. Malgré tout, j'ai hâte de continuer à entraîner ce garçon, dit Skatash en regardant Vergile. Chiron est surtout connu pour son tir à l'arc, son combat à main nue et son entraînement au combat monté. Mais pour ce qui est des armes blanches, je suis bien supérieur. Je pourrais faire de ce garçon une force redoutable si j'en avais l'occasion. Au même moment, Vergile parait à un coup de poing de Dante, qui enchaînait avec un coup de pied circulaire. Cependant, pour une raison inexplicable, Vergile tressaillit, ce qui lui prit une fraction de seconde pour se défendre contre le coup de pied de Dante. L'instant d'après, Vergile s'écroula au sol. Boum! Vergile s'écrasa violemment. Grâce à la stabilité de l'espace, aucun cratère ne se forma. Cependant, les dégâts subis par Vergile furent bien plus importants. Asia courut rapidement vers Vergile et commença à le soigner. Un instant plus tard, Dante atterrit à côté de Vergile et Asia, son état de déclencheur du diable dissipé. Tandis que Vergile était soigné, Dante le regarda avec une expression confuse. Que s'est-il passé? Demanda Dante. Tu aurais dû pouvoir te défendre contre cette attaque. Je ne sais pas, dit Vergile en fronçant les sourcils. J'ai eu l'impression que ma vie était en grand danger pendant un instant. Alors je me suis arrêté pour trouver la source de ce sentiment. Et, tu sais comment les choses se sont déroulées après ça. Tu sembles manquer de concentration, dit Skatash en s'approchant avec Chiron. Mais ne t'inquiète pas. Pendant notre entraînement, ça sera corrigé. Dante comprit immédiatement pourquoi Vergile sentait que sa vie était en danger. Maître Skatash a dû penser à l'entraîner en nous regardant combattre, pensa Dante. Dans ce cas, l'instinct de Vergile est aiguisé, et lorsque l'entraînement de Maître Skatash commencera, sa vie sera en grand danger. Sans un mot, Dante regarda Vergile avec pitié. Puis, se dirigeant vers le reste de la première péri de Jacques, il lui tapota l'épaule en passant devant Vergile et reprit son chemin. Vergile fut déconcerté par la tape sur l'épaule et le regard compatissant de Dante. Cependant, il ne s'y attarda pas trop. Une fois Asia guérie, il la remercia et se dirigea vers l'équipe Vali. Lorsque Dante arriva là où le premier partenaire de James assistait à son combat contre Vergile, il remarqua que James était de retour. James discutait avec animation avec Mizor, qui s'apprêtait à s'avancer pour affronter Biku. Puis, avant de partir au combat, elle embrassa James rapidement. Pendant ce temps, Irène emmenait Tatsuya et Miyuki avec elle pour être informée de ce qui s'était passé pendant son absence du reste de la deuxième péri de James. Au même moment, ce rafale présentait avec enthousiasme Maya et Ayama à tout ce qu'elle rencontrait. Elle leur expliquait ensuite les rôles qu'ils interpréteraient dans son spectacle, qu'ils le veuillent ou non. Depuis combien de temps joues-tu à cache-cache avec Ayam et Souhait? Demanda James avec curiosité. Environ 45 minutes, dit Moka en se blottissant contre James. Je vois, répondit James en lui caressant le menton. Eh bien, si je pouvais gagner le combat dans les 5 prochaines minutes, ça ne me dérangerait pas de la récompenser. Au loin, tandis qu'Ayam préparait son attaque, elle frissonna soudain. Puis, elle regarda le reste de la première péri de James. Ce faisant, elle croisa le regard de James, qui lui souriait. Puis elle lut sur ses lèvres. Si vous prenez plus de 5 minutes, vous serez puni plus tard. Ayam frissonna à l'idée d'être puni. En même temps, une rougeur lui monta aux joues. Cependant, après avoir relu les lèvres de James, elle se sentit tiraillée. Mais si vous finissez cela en moins de 5 minutes, vous serez récompensé. Après avoir été en conflit pendant quelques secondes, les yeux d'Ayam brillèrent comme un projecteur. Si je finis ça en 5 minutes ou moins, ne pourrais-je pas être puni, se demanda Ayam, son expression se teintant de détermination et ses yeux rayonnant d'avidité et de désir. Je suis désolé, Souhait, mais il est temps d'en finir. Au même moment, Mizor et Biku se tenaient à environ 9 mètres l'un de l'autre, attendant le signal du début du combat. Dès que Chiron donna le signal, ils s'attaquèrent mutuellement, Mizor les mains couvertes de griffes de glace tandis que Biku brandissait son bâton. Cependant, juste avant leur collision, ils s'immobilisèrent brusquement. Waouh, c'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais, a déclaré James avec un sourire. Entre Mizor et Biku,
Tous deux choqués et confus, Hayam se tenait au-dessus du corps inconscient de Sway, dont l'expression trahissait son ignorance totale de sa proximité. De plus, sa chute laissait clairement entendre qu'il avait l'intention de passer devant Mysore et Bhikkhu sans les alerter de sa présence. « Veuillez m'excuser, dit Hayam sèchement. Hayam prit alors Sway sur ses épaules et le transporta en Asie pour qu'il soit soigné. Après avoir quitté Sway, Hayam retourna sans tarder au reste de la première péri de Jacques. Bien que son expression ne changeât pas, Hayam souriait et sautait d'excitation. Punition en récompense, tu la reçois, pensa Hayam en croisant le regard de James, qui lui adressait un sourire sadique. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.